Bonjour à tous, merci d'être venus ici. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, donc Donc on n'est pas donc on a des gens intéressés, c'est bien. On vous remercie. Je voulais tout d'abord remercier le RESPAD, non, ATHS Bizia pour sa confiance. Et du coup, je suis là pour représenter aujourd'hui le collectif Galilée, qui est composé de Prose, Bizia, le RESPAD, la CASE et le bus 3132. Moi, je travaille au bus 3132, je m'appelle Victor, je suis responsable du pôle ressources. Et du coup, je gère notamment un laboratoire d'analyse de drogue, un projet de IRDR que Romain va vous présenter prestement sous son angle favori. Et du coup, je gère aussi des activités de recherche et plaidoyer. Et du coup, on va commencer tranquillement avec Romain qui va vous parler de notre projet IRDR et de sa pratique. Et on va fonctionner sur un mode où on a 4 intervenants, on a 2 heures. On a une demi-heure par intervenant où il va y avoir une session de présentation et une session de questions-réponses. On n'est pas très nombreux, on va essayer de favoriser le fait que ça soit vraiment un atelier où on puisse échanger et avoir le temps pour échanger et pas être juste dans un défilé séquentiel de PowerPoint pendant 1 heure et qu'il y a 5 minutes de questions à la fin. Donc voilà, je vous remercie par avance de votre intention, de votre présence et de la qualité de votre participation parce qu'on compte sur vous. Vous êtes acteur aussi de cet espace et ça va très très bien se passer. Et je vous laisse du coup avec Romain Giraud, mon très cher Romain Giraud. Bonjour tout le monde, donc effectivement, Jérôme Giraud, intervenant et en réduction des risques sur le projet EDU du bus 3132. Donc le bus 3132, pour celles de ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une structure affiliée à Médecins du Monde, donc partie au départ du programme d'échange de seringues à Marseille, qui a pris son autonomie en 2006 et on est organisé autour de 3 pôles, un pôle accompagnement à la vie quotidienne, un pôle festif et un pôle ressources. L'activité du numérique qui nous concerne est plus sur le projet festif. Donc l'idée du projet EDU, c'est un projet expérimental dont le but est d'aller vers utiliser les outils numériques pour faire de la réduction des risques de différentes façons, et c'est développé autour de 3 objectifs. Le premier, c'est développer l'attractivité des services et l'information diffusée sur les risques liés à la fête, mais pas seulement, l'usage de drogue en général, on pourrait dire. Faciliter l'orientation et l'accessibilité des usagers et l'accompagnement au service d'IRDR, prévention des soins, faciliter le repérage précoce par l'écoute. Enfin, c'est beaucoup de verbiage médico-social que je vous laisse apprécier. Et atteindre les populations les plus éloignées et les plus vulnérables qui n'intègrent pas les dispositifs de prévention de soins physiques en développant l'aller vers numérique. Et alors, comment ça se passe, tout ça? Déjà, vous avez un QR code que vous pouvez flasher si vous voulez. Vous pouvez accéder à l'intégralité de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et Messenger, du coup, qui est avec. Donc l'idée, effectivement, on a un peu des influenceurs drogue, j'aime bien dire ça pour provoquer, mais c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir utiliser un petit peu toutes les stratégies autour des outils numériques sur les sujets qui sont les nôtres. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc effectivement, on a certaines stratégies donc poster tous les jours, varier les types de publications, ne pas hésiter à se répéter, diversifier les thématiques et être présent en messagerie ou en commentaire. Et vous pouvez donc retrouver toutes nos publications via le QR code où il y a un petit peu de tout. Nous sommes en train de sortir, ça va sortir d'ici un petit mois, Inch'Allah. Keps Magazine, qui est... Bon, ça, c'est un extrait de dossier de presse, hein, donc c'est un petit peu... ça le vend bien, le truc. Mais j'avais la flamme de réécrire. L'idée de Keps Magazine, c'est un genre, on pourrait dire un magazine en ligne dédié aux usages de drogue. Où on essaie d'aborder toutes ces questions-là des drogues et de leurs usages à travers différents prismes. L'idée de ce site-là, c'est à la fois de s'adresser à des personnes concernées qui sont débutantes, qui sont plus jeunes, mais aussi des personnes qui sont intéressées pour leurs proches, parce qu'on est des professionnels. Enfin, il y a plein de publics différents qui sont visés à travers ce site-là. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre dedans un certain nombre d'outils, et notamment par le fait de cartographier à l'échelle nationale l'ensemble des XAPA, des CARU, des centres de santé communautaires, CEGID et autres établissements de soins qui nous concernent. Effectivement. Et on aime bien notre baseline un peu risque, plaisir et drogue, parce que le plaisir, c'est important. Et on n'en parle pas assez en réduction des risques, en addiction en général, mais c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup sur ce moteur-là, le plaisir. Et augmenter le plaisir, réduire les risques, c'est un peu pareil quelque part. Tout à fait. Merci Victor. Et dans la continuité aussi de
de cette EDU. En fait, on a mis en place le fait de faire des entretiens numériques via WhatsApp, Messenger et via tous les outils numériques. Là, je vous ai mis quelques extraits de conversation que j'ai anonymisés. Et là, c'est là que je vais vous parler un petit peu de moi, la pratique que j'ai vis-à-vis du numérique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que la question des outils numériques et des entretiens réduction des risques allait vite vriller vers de la clinique. Notamment en ce qui concerne le chemsex. Et là, on va beaucoup parler de chemsex parce que ça a été l'occasion de pouvoir se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le chemsex et surtout de trouver des éléments de réponse pour accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés dans ce contexte-là. Donc, quelques chiffres. Alors, on n'a pas eu le temps de mettre à jour, mais l'idée, c'est de... Donc ça, c'est le rapport d'activité 2022. On a accompagné 422 personnes qui ont eu des entretiens de réduction des risques, soit directement en allant vers nous ou nous en allant vers sur les canaux. Donc c'est des groupes communautaires, c'est du Discord, c'est tous ces outils-là. Donc, à titre personnel, j'ai accompagné 40 usagers en 2022, ça doit être peut-être un peu plus en 2023, dans le cadre de la ligne chemsex, qui ont donné lieu à des orientations en XAPA-CARUD, en addicto spécialisé, mais aussi un accompagnement aux urgences et à un groupe communautaire. Et ces 40 personnes ont bénéficié donc du coup d'accompagnement surtout numérique. Alors déjà, on va essayer de parler un petit peu qu'est-ce que c'est que le chemsex, parce que c'est un truc dont on entend beaucoup parler et qui peut-être n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, c'est effectivement une pratique originellement issue de la communauté gay qui, à ce titre, marquée par des habitudes et des codes et des facteurs culturels. C'est vrai que souvent on parle d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est pas que des HSH, c'est globalement à peu près toutes les personnes issues des communautés LGBT. J'insiste un petit peu sur cette notion-là, sur le fait de savoir distinguer usage sexualisé des drogues et chemsex. C'est pas la même chose. Les difficultés rencontrées ne sont pas les mêmes. J'essaie un petit peu d'aller vite parce que c'est pas le sujet là qui nous concerne, mais la question du numérique, l'utilisation du numérique est une composante essentielle pour parler de chemsex. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et quand on parle de chemsex, très souvent, ce qu'on va rapporter les personnes tant dans leurs difficultés, c'est pas tant au niveau de la drogue, c'est plus la question de l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de dire qu'on devient dépendant d'une expérience et non pas d'un produit. Et comprendre ce qui fait ces spécificités du chemsex peut nous aider à comprendre pourquoi le numérique est aussi une réponse. Donc, c'est pour ça que je parle de numérique comme porte d'entrée dans le chemsex, mais aussi comme porte de sortie. Donc, la stratégie de l'évidence, qu'effectivement, dans le public chemsex, on a, c'est un peu le gros problème de l'ambivalence, c'est qu'il y a les XAPA, il y a les CARUD, les personnes qui pratiquent le chemsex, notamment le slam, ont beaucoup de mal à se tourner vers les groupes communautaires, ont tendance à fuir. C'est souvent des barrières qui sont très difficilement surmontables. Mais pourtant, ces individus fréquentent souvent des CARUD et d'autres structures dites bas seuil, parce qu'elles sont sûres que là-bas, on ne va pas leur poser de questions pour aller récupérer du matos d'injection. Donc ça crée véritablement une ambivalence, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui rencontrent des difficultés, qui parfois demandent de l'aide, mais qui n'arrivent pas à aller au XAPA. C'est trop dur pour ces personnes-là. Et c'est là que le numérique devient un petit peu intéressant. Là, j'ai fait une petite slide sur l'entretien motivationnel parce que c'est la méthode que j'utilise, qui moi, m'a vraiment permis de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Donc, là aussi, c'est pas vraiment le sujet, mais je vais pas revenir. Oh, pardon. Je vais pas vraiment revenir là-dessus sur l'entretien motivationnel, mais voilà, c'est juste que c'est pour expliquer que c'est savoir utiliser cette méthode-là de l'entretien motivationnel dans le contexte du numérique prend vraiment toute sa place. Parce que l'avantage qu'avec le numérique, c'est que la personne, elle est tranquille chez elle, elle est dans sa zone de confort. Moi, je suis chez moi ou dans mon bureau, et du coup, ça crée plus de facilité, plus de fluidité dans la conversation. Donc, on va aller très rapidement avoir des gros deep talk. Par contre, le défaut que ça va avoir, c'est qu'à un moment, il faut rencontrer les gens. Et c'est pour ça que ces entretiens-là, tels que nous les menons, moi, je ne les vois pas comme une solution en soi, je les vois comme une solution pour pouvoir lubrifier, si je peux pas utiliser cette expression dans ce contexte-là, tout ce qui peut, tous les autres soignants et tous les autres corps de métier, que ce soit les addictologues, que ce soit les sexologues, les psychologues, les médecins. Et ces entretiens numériques peuvent permettre de faire des moments de soulagement entre les consultations pour créer du lien, finalement, entre les différentes choses qui accompagnent, pour accompagner la personne.
Alors voilà, pour parler du chemsex, qui est donc le numérique qui est une donnée essentielle, donc quels espaces numériques pour quels usages? D'abord pour rencontrer, parce qu'effectivement dans la pratique du chemsex, ça se passe avant tout sur des outils numériques qui concernent différentes communautés, mais il y en a des tas. Pour vendre, pour acheter des produits, il y a des sites sur le clear web, mais il y a aussi des messageries cryptées, et aussi pour stimuler. On va parler aussi, parce que dans le chemsex, souvent on parle beaucoup de chem, c'est pas beaucoup de sexe, et il faut savoir parler de sexe, à commencer par la stimulation, et notamment les sites porno qui sont extrêmement présents dans ces pratiques-là. La force éjaculatoire de l'œil, c'est un truc, c'est une expression que j'ai empruntée au réalisateur Robert Bresson, parce que ce qui est important, ça aussi, à comprendre dans la notion de chemsex, c'est que il n'y a pas de rencontre. C'est-à-dire que moi, si je vais dans un bar, je vais rencontrer une personne, on va se regarder, le regard de la personne va m'être dirigé et mon regard va être dirigé vers la personne. C'est là que la rencontre va se créer, c'est la rencontre physique qui va créer le désir. À travers les outils numériques, on est sur un désir qui est fragmenté, à travers des photographies qui s'adressent à tout le monde, à travers des messages, à travers des présentations, un petit peu comme dans un catalogue. Donc la notion de rencontre et de désir, elle n'existe plus véritablement, et on va plus utiliser des biais numériques d'excitation sexuelle, sans passer par l'étape désir. Évidemment, aujourd'hui, comme on le sait, le numérique et l'ubérisation du deal, comme on dit, font que on peut se livrer un gramme de 3 aussi facilement qu'une pizza. Et ça aussi, c'est une composante essentielle dans le chemsex. Donc vraiment, le numérique est absolument partout dans cette pratique-là. Alors ça, c'est aussi une chose qu'on constate qui arrive de plus en plus. Là, c'est un échange que j'ai eu avec une personne, je peux un petit peu à lire. Là, on est carrément sur l'organisation. Là, c'est vraiment un business. C'est des personnes qui organisent régulièrement des soirées. Alors, en plus, c'est une prestation haut de gamme, parce que le droit d'entrée est à 250 €, 700 € avec la bouteille de champagne. Et c'est des parties chemsex qui vont durer 2-3 jours. Et en fonction de... Alors, le mardi au mercredi, c'est que pour les HSH. Après, il y a des trucs bif. Enfin, voilà. On commence à voir aussi à Berlin, carrément, des complexes hôteliers qui sont organisés autour de cette pratique-là. Le chemsex est en train de véritablement devenir un business et ça passe par le numérique. 700 €, c'est champagne et cocaïne. C'est champagne et cocaïne. Ouais. Voilà. Ça fait cher quand même. Voilà, j'ai fait cette petite slide pour revenir un petit peu sur l'aspect un peu de sexologie. Donc la courbe de l'excitation selon Master & Johnson, c'est un peu vieillot, c'est une représentation, il ne faut pas le prendre comme un évangile, mais plus comme un outil pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui, a priori, comment, et a priori, est censé se passer une relation sexuelle. Donc effectivement, il y a la phase de désir, l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Évidemment, c'est à remettre en question, évidemment, ce n'est pas une évangile, on est d'accord. Mais maintenant, je vais vous montrer cette même représentation à travers le biais chemsex. Donc effectivement, comme on l'a dit, la question du désir et la rencontre, elle n'existe plus. L'excitation passe par des biais, le numérique, le porno, la drogue et les sites de rencontres. Le plateau, c'est tunnel, ça peut durer des jours, enfin c'est des heures, voire des jours. Du coup, IPDE5, donc sildenafil, Viagra et autres joyeusetés, ce qui peut créer du coup des problèmes cardiaques, comme on le sait, parce que c'est STIM plus IPDE5, c'est pas forcément génial. Les poppers qu'on va utiliser, encore des vasodilatateurs, c'est pas génial. Il n'y a pas d'orgasme, il n'y a pas de jouissance, donc forcément, la phase de résolution, elle passe par des benzodiazépines et elle passe par du cannabis. Et en fait, cette représentation, je trouve qu'elle c'est utile d'en parler, parce que ça parle beaucoup aux usagers. Et ils arrivent des fois peut-être à se positionner, à savoir de dire, bah, tiens, peut-être que ma relation sexuelle, là, j'en suis là. Et surtout, la superposition entre désir et excitation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir, il y a juste de l'excitation. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler aussi, c'est comment essayer de se reconnecter à son désir. Donc c'est là qu'on va parler du numérique comme porte de sortie et de la méthode que moi j'ai essayé de mettre en place dans le contexte du projet EDU et des entretiens numériques.
Alors déjà, bon, effectivement, on s'est mis quand même des objectifs sur la globalité du projet EDU en ce qui concerne le chemsex. C'est déjà sensibilisé. On a fait une campagne au mois de février qui a duré un mois entièrement dédié en plein pardon l'affaire Pierre Palmade sur, bon, on n'a pas fait exprès, hein, sur le sujet. Donc effectivement, un truc qui nous paraît essentiel, c'est éclairer le public, c'est les réalités et les enjeux, briser les stéréotypes. J'ai même envie d'aller plus loin avec une petite tournure un peu provocante en disant il faut donner une image positive du chemsex. Parce qu'en fait, le chemsex est une pratique et il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas du tout un problème. Il y en a pour qui c'est un problème. Et le truc, c'est que pour les personnes qui rentrent dans cette pratique-là, ben, en fait, on est dans une représentation tellement péjorative, tellement stigmatisante du chemsex que ben, les personnes vont multiplier leur comportement à risque parce qu'elles sont dans une culpabilité stigmatisante. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est pouvoir parler librement du chemsex. C'est très très difficile, c'est un vrai tabou. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que oui, c'est important de donner une image positive du chemsex. Ensuite, évidemment, accompagner en offrant notamment des espaces numériques sécurisés. Donc, c'est des entretiens que j'ai pu mener. Et évidemment, pour aussi pouvoir orienter quand c'est nécessaire. Explorer, c'est-à-dire que il y a des usagers relais, il y a des usagers qui utilisent aussi le numérique pour se soutenir entre eux. Moi, ça m'intéresse d'essayer un petit peu d'aller vers ces gens-là aussi. C'est assez rare, mais ça commence à exister un petit peu. Ça c'est un nouvel aspect que j'essaie d'un petit peu d'explorer. Je vais terminer sur un petit cas clinique pour vous parler un petit peu de comment ça peut se passer. Je l'appelais Johnny. C'est pas lui sur la photo. Je crois que c'est moi en plus. Donc c'est un mec de 40 ans qui a développé une dépendance au chemsex avec du slam, injection de 3-MMC, de catinone. Il a eu de très grosses difficultés et en fait il a trouvé un travail, il était suivi par une addictologue au XAPA de la Villa Floréal. Et en fait, lui, il avait vraiment besoin de pouvoir essayer de se reconnecter à son désir. Et c'est là que parler de sexualité, en fait, on se rend compte que c'est très difficile. On le sait toutes et tous ici que savoir parler de sexualité, c'est très très dur. Moi-même, en tant que PD, quand je vais chez le médecin, le premier truc qu'on dit, c'est est-ce que tu te protèges, tu mets des capotes et t'es VIH. La santé sexuelle, c'est pas que ça. Souvent aussi, quand on parle un peu de sexologie, ça dépasse rarement le pourquoi papa bande pas et pourquoi maman veut pas faire l'amour. Et en fait, il faut savoir aussi parler d'épanouissement dans la sexualité. Et avec Johnny, dans nos entretiens, donc pendant 4 mois, il n'a pas eu du tout de sexualité, aucune relation sexuelle, parce qu'il y avait cette superposition. Puis au bout d'un moment, il était dans un sauna, et je lui ai demandé de tout me raconter, dans les moindres détails. Il a rencontré un mec, il n'a pas pris de produit, et je lui ai demandé, mais voilà, c'est toi qui l'as baisé, c'est lui qui t'a baisé, comment ça s'est passé, tu l'as regardé, dans les moindres détails de la relation sexuelle et du désir qui est monté. Et ça nous a dessiné une silhouette de son désir. Quelques semaines après, il y a eu une rechute et il a consommé. Et j'ai fait le même travail avec lui. Je lui ai dit, explique-moi du coup comment ça s'est passé. Et on a fait ce même travail-là. Et du coup, on a dessiné une autre silhouette de ce que c'est que la sexualité avec substance. Et petit à petit, en travaillant le désir sans et le désir avec, on a réussi à dissocier les deux. Aujourd'hui, il a compris que le sevrage n'était pas du tout ce qui lui correspondait du coup, il a une consommation occasionnelle quand ça le chauffe. C'est ça que ça nous a permis aussi. C'est peut-être aussi de requalifier un peu la demande parce qu'au départ, il voulait vraiment partir sur un sevrage. Voilà. Et ça a été fait parce qu'il y avait le travail avec Dr Muriel Grégoire à la Villa Floréal et parce qu'en fait, il y a une diversité des soins que nécessite le chemsex. En fait, c'est pas juste un médecin, un soignant, une structure qui peut accompagner quelqu'un qui pratique le chemsex et qui est en difficulté. Et c'est vraiment pour nous ce cas clinique, je trouve qu'il est assez bien représentatif. Et le numérique, les entretiens numériques peuvent permettre de créer du lien et de créer des passerelles entre les différents champs. Voilà, et c'est tout pour moi. Merci. Merci Romain. Comme vous avez pu le voir, on était parti d'un ensemble de 422 entretiens et Romain vous en a préparé 40 qui étaient un peu sur sa pratique lui vis-à-vis du chemsex. Sur ce projet-là, on s'adresse aussi à des mineurs, on s'adresse à des jeunes usagers de substances psychoactives, souvent polyconsommateurs, souvent avec des comorbidités diverses, variées, beaucoup de TDAH, beaucoup de TSA, beaucoup de troubles anxieux généralisés. Des personnes isolées géographiquement, socialement,
avec qui effectivement le lien facile, le lien prenable, il se passe par le biais du numérique et c'est effectivement très bien choisi la porte d'entrée. La porte d'entrée pour l'accès aux soins. Et nous, après, on fait un travail de reconnexion avec les réseaux de soins. Là, c'était très illustratif de cas pratiques sur le chemsex, mais on s'adresse à une variété d'usagers qui sont dans des situations complexes, qui sont dans d'extrêmes difficultés et qui s'adressent à nous par une confiance qu'ils nous accordent par rapport à ce qu'on leur renvoie en termes de contenu, de stratégie marketing un peu quelque part. Influenceur drogue, comme disait Romain tout à l'heure. Et c'est grâce à cette confiance qu'ils nous accordent par rapport à l'image qu'on envoie qu'ils viennent s'adresser à nous. Et qu'effectivement, on arrive à faire ce travail de pousser les personnes, en fait, répondre à leurs demandes, simplement les aiguiller. Très souvent, on peut avoir des questions assez banales. En fait, les gens ne savent pas ce qu'est un XAPAS, ce qu'est un CARUD. On ne savent pas comment aller voir un addictologue. Ils ne savent pas sortir de leur vision un peu renfermée sur eux-mêmes où ils sont juste dans une difficulté extrême. Et je sais pas, si on habite dans la diagonale du vide en France, on est dans la merde. Et même des fois qu'on habite en métropole, selon ce qu'on a, même dans la première ou deuxième ville de France, on est dans la merde aussi en fait. Et ça arrive à plein de gens. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur une session de 10 minutes à peu près, parce que Romain a pris à peu près 20 minutes pour faire sa présentation. J'ai pris 20 minutes là, c'est ça? Non, mais c'était très bien. Ouais, c'était... Et du coup, je vous propose d'échanger librement avec Romain. Et moi, je suis là pour faire circuler le micro si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Moi, j'étais content quand vous avez dit que le chemsex était positif, pouvait être positif, parce que j'ai l'impression qu'on reproduit exactement le même schéma qu'avec les drogues, en employant les mêmes mots qui stigmatisent les drogues. Dépendant d'une rencontre, sortir du chemsex, rechute. Donc, il faut faire gaffe à ça, moi, je trouve. Parce que du coup, on restigmatise la même chose qu'on a fait avec l'usager. Merci beaucoup de l'avoir relevé, parce qu'effectivement, ça, c'est l'utilisation de ces mots-là. C'est que, à la base, j'ai pas du tout écrit de cette façon-là, mais j'ai fait le choix de pouvoir justement, parce que l'idée, c'est c'est d'essayer aussi de adapté au public, et en fait on est à THS, il y a quand même beaucoup de médecins, et il faut savoir aussi pas trop non mais voilà, faut pas trop non plus secouer les gens, mais merci de l'avoir remarqué, parce qu'effectivement ça a été un petit peu un sujet de conversation avec moi-même. Et juste, je trouve que le numérique, c'est pas juste une porte d'entrée pour les psychoactifs, mais c'est aussi ça permet aussi de changer le rapport à soi, le numérique. Ça va beaucoup plus loin aussi que lubrifier le lien social. Oui. Là, j'en parlais dans le cas de cette pratique-là, mais je suis parfaitement d'accord. Okay. Du coup, on ne chute pas, on ne tombe pas, il n'y a pas un trou, tout ça. Très bien, merci. Une reprise, en général, je préfère utiliser reprise. Bonjour. Du coup, je ne sais pas si vous se présentez. Bon, je m'appelle Lucie, du coup, je travaille au CARUD de Bayonne. Ça fait un peu alcoolique anonyme. J'ai arrêté depuis 2 jours. Bonjour Lucie. Et du coup, ma question, c'était vraiment sur le concret, parce qu'en fait, j'ai eu une réunion avec Nicolas, que tu connais ce matin. Et donc, en fait, on est en plein questionnement sur comment développer, parce qu'en fait, on a des personnes qui font du chemsex. On y connaît R parce qu'on n'est pas formé. Et en plus, ils arrivent sur du collectif où il n'y a que de la précarité. Donc, en fait, ils reviennent jamais. Et... en plus, je veux dire, moi, j'y connais rien concrètement dans les relations HSH. Et ma question concrètement, c'est moi, comment je peux faire? Après, j'ai plein de connaissances en RDR, j'ai des connaissances en produits sans avoir consommé, mais bon, voilà. Et je suis infirmière, donc la réduction des risques, moi, je leur en apporte concrètement. C'est comment les amener et faire créer une vraie relation, si tu veux. Parce que là, quand tu m'as dit, quand tu as fait ton cas clinique à la fin, j'étais là en mode, mais comment il va avoir l'impression que je le drague pas, en fait, le type? Comment je vais rester en mode posture? Je suis juste là pour ta RDR. Toi, comment tu fais pour pas qu'il y ait un espèce d'échange chelou quand tu demandes de l'intimité, ou il croit lui aussi que tu veux le pécho? Enfin, tu vois cette espèce de barrière quand concrètement t'es pas dans le truc. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur le sujet du chemsex, c'est pas forcément sur le numérique, mais effectivement, alors déjà, parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Là, sur la première, sur la question de comment faire, effectivement, on s'est retrouvé un peu dans le même cas à Marseille. On s'est retrouvé, il y a plein de structures qui, chacun dans leur coin, avaient ces difficultés-là. Et bien en fait, ce qui nous a permis d'avancer, c'est de se rapprocher du Corévi, qui est aussi là pour ça. Et en fait, depuis un an, plus maintenant, on a créé un groupe de travail avec des gens qui viennent de plein de structures différentes et qui
se posent ces questions-là pour pouvoir travailler ensemble. On a fait aussi un groupe clinique où nous, entre nous, on parle de ce que nous on ressent, enfin une espèce de supervision entre professionnels. Et en fait, nous, ce qui nous a aidé, c'est et ce qui nous permet de pouvoir avancer, c'est de travailler en collaboration avec différentes structures portées par le Corévi, pour pas qu'il y ait un petit peu de prise de pouvoir d'une structure ou d'une autre. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer. Ensuite, la deuxième question, c'était comment avoir le sentiment. Alors c'est vrai que moi, j'en ai pas forcément parlé, mais déjà en termes de chemsec, je suis une personne concernée. C'est une pratique que j'ai aussi. Ça m'est arrivé du coup d'avoir un petit peu cette ambivalence où effectivement j'ai eu des relations avec des personnes que je me suis retrouvé après à devoir suivre. Donc c'est mais il faut être clair. En fait, il faut être clair. Il faut poser ces questions-là. Et c'est vrai que la question de la sexualité, c'est aussi un des principaux freins qu'on a souvent chez les soignants, parce que on a peur de la projection, parce qu'on a peur que déjà de toucher à des cordes sensibles, mais aussi de toucher à ses propres cordes sensibles. Et voilà. Et ça, c'est des sujets. Il y a des formations très intéressantes sur la question de la santé sexuelle que propose en général Ecorévi, et je t'invite à t'en rapprocher. Donc, effectivement, du coup, des questions complexes avec de la sexologie, les questions d'addiction, les questions de produits, les questions d'addiction comportementale, tout ce que Romain explique très bien, mais du coup, la formation des professionnels, très important. Nicolas, je ne suis pas de Bayonne, moi je suis de Caen en Normandie, je suis médecin et enseignant-chercheur, mais je suis secouable, donc tout va bien. Question par rapport aux réseaux sociaux, parce que je vois bien les limites, même au CHU, quand je cherche chemsex, j'arrive pas à y accéder parce qu'en fait tout est bloqué par le firewall du CHU. Dommage. Mais c'est valable pour beaucoup de produits. Donc heureusement que j'ai mon propre ordinateur et ma propre connexion pour me cultiver. Mais je voulais savoir comment vous arriviez à vous positionner par rapport aux réseaux sociaux et à leurs chartes qui sont parfois à interprétation variable pour échapper ou en tout cas s'adapter à la censure potentielle. Ouais, bon, nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on est shadowban sur partout. Alors ouais, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Après, on essaie de trouver la bonne sémantique, surtout qu'il y a souvent des témoignages avec des phrases qui peuvent être assez directes et tout. Là où ça fonctionne bien et ça nous permet quand même d'avancer, c'est que on est assez identifiable comme étant un truc de soins, de prévention, d'accompagnement. Donc au début, on a eu beaucoup ces galères-là, puis finalement de moins en moins. Et après, ça se passait surtout sur Facebook, mais plus personne n'est sur Facebook, alors on continue à y être évidemment, mais voilà. Sur Instagram, ça se passe pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop ces soucis-là sur Instagram. Sur TikTok, c'est un vrai problème, vraiment. Parce que même à un moment, Mathilde, qui anime les trucs sur TikTok, il a mis un stylo dans sa bouche et leur robot a cru qu'il était en train de fumer une cigarette et ça a bloqué son truc. Parce que tu n'as même pas le droit de fumer, il y a une intelligence artificielle qui repère alors qu'il a juste mis son stylo dans la bouche. Il y a plein d'enjeux avec les GAFAM sur des restrictions de visibilité, de Shadowman, c'est assez complexe. Ça dépend des réseaux, ça dépend des périodes, ça dépend des charts. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les réseaux sociaux et dans des périodes, il y a eu des difficultés variables. On peut avoir des pertes d'audience de l'ordre de 90% du jour au lendemain pour un usage de mots-clés qui auparavant passait tranquillement. Et un jour, ça ne convient pas. On va prendre une dernière question par rapport à l'intervention de Romain. Pour compléter, pour répondre, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va créer Keps Magazine, c'est-à-dire un site à part qu'on héberge nous-mêmes. On profite de la notoriété du projet pour amener les gens. Et là, on n'est plus obligé d'écrire sexe avec le symbole euro et je ne sais plus quel autre truc pour ne pas se faire repérer par les moteurs. Donc c'est aussi... voilà. Mais ça, on peut le faire. On dit droge, on dit jamais drogue, on dit droge. Voilà. Une dernière question. Oui, tout à fait. Et travailler, dans ce que je disais tout à l'heure, nous, ce qui nous a vraiment permis d'avancer, c'est de travailler collectivement avec plein de structures, en fait. Et de se travailler en groupe et pas rester seul dans son coin et avec sa galère et des patients qu'on n'arrive pas à accompagner. Voilà. Merci tous. Merci Romain. Du coup, je vous invite à vous rapprocher de Romain si vous avez plus de questions plus tard. Il pourra vous laisser son adresse email et vous envoyer son support de présentation. Maintenant, on va faire un tour dans le monde de Philémon, qui va nous expliquer ce qu'il sait faire de mieux en ce moment, de l'auto-support numérique à la sauce Estime. Philémon est marseillais maintenant. Ouais, voilà. sur la route. Marseille en force. Sur l'acte. Donc je suis doctorant en santé publique, au CESTIM à Marseille, et je suis anciennement un soignant, je suis infirmier, et je suis aussi une personne concernée par la question, et usager des plateformes numériques dont je vais vous parler. Je pousse un peu la voix.
Ouais, donc c'est un travail en fait autour d'espaces numériques que sont les forums, qui sont en fait un type de médias sociaux un peu antérieurs à l'origine aux réseaux sociaux, mais qui sont habités un peu d'une autre vie, qui est une forme de culture, de mémoire. Voilà, je vais vous parler de ça un peu, d'un travail, on va dire archéologique, qui a été de remonter un peu l'existence des différents forums au fur et à mesure des années. Voilà, et je vais vous en parler. Je vais vous parler de la méthode d'abord. Et puis on fera le tour aussi ensuite de la généalogie de la plateforme Psychoactif, en fait, qui était ma porte d'entrée là, dans cette recherche. Et puis voilà, on en discutera. Voilà, donc c'était un travail de généalogie. Alors généalogie au sens de Foucault, de ce que c'est un dispositif. Et donc quand je dis dispositif, c'est à la fois la forme de l'outil, les techniques numériques, ce qu'on peut faire, et puis aussi quel est le discours. Parce que finalement, à la fois le discours et à la fois vraiment les capacités techniques, en fait, conditionnent l'agentivité, conditionnent ce que les gens peuvent faire, en fait. Hein, et principalement le langage au-delà de ça. Et donc, c'est un travail, une démarche qualitative indiciaire dans laquelle, de codage de contenu de forum, que j'ai consulté à partir des archives du web, à la fois parce que ça touche à plein d'espaces qui n'existent plus aujourd'hui, et aussi parce que finalement, consulter des forums qui ont plus de 15 ans en les regardant depuis aujourd'hui, ça a tendance à faire des effets de mise à plat qui ne permettent pas de comprendre ce qui se joue à d'autres époques dans leur contexte. Quand on le regarde vu du présent, on va avoir tendance à, je sais pas, interpréter des faits passés avec ce que les gens pensent aujourd'hui. Là, l'idée, c'est donc de reprendre le fil pour en avoir l'historicité. Et puis à côté de ça, en fait, j'ai suivi toute une approche ethnographique avec des observations participantes au sein de l'association Psychoactif et de participation à cet espace numérique. Voilà. Alors, aux origines de l'autosupport numérique francophone, alors déjà, ça existait avant dans l'espace anglophone, il y a beaucoup de sites références, dont certains, dont les Drugs Forum, qui ont pu héberger à un moment des espaces francophones dédiés, on va dire au tournant des années 2000. C'est aussi important de se rendre compte, quelque part, dans cette naissance du web, du regard et des précautions que portent les individus à ce qu'ils écrivent. Et la coutume était de parler en swim, c'est-à-dire de somebody wasn't like me, wasn't me, c'est-à-dire de dire voilà, j'ai écrit un truc, c'est pour un pote, c'est pas moi. Pour des raisons légales, c'était demandé par les plateformes pour être sûr de ne pas les exposer à des risques. Drugs Forum aujourd'hui est un peu plutôt une référence de ce travail de forum, contribué à des équipes de recherche, choses comme ça, comme Heroid. Et donc c'est tout un paysage en fait qui a existé entre les années 2000 et 2005, plutôt de choses qui sont issues d'initiatives individuelles. Tout existe, de petits groupes de personnes, initiatives individuelles, très anarchiques parfois, hein, des espaces sans modération. Quand on voit les enjeux aujourd'hui, là par exemple aux GAFAM et aux censures qui peuvent être appliquées automatiquement, c'était une autre époque. Et puis au-delà du partage d'informations, c'est des espaces dans lesquels s'est créé quelque chose qui est de l'ordre de la socialisation, la possibilité d'exister à travers aussi les questions qui touchent à ces usages et à cette culture, dans quelque chose qui est totalement stigmatisé dans la réalité sociale quotidienne. Et puis, ce qui était surprenant en traversant tout ce paysage, c'est les différents ancrages et les différentes approches. Les forums, en fait, sont beaucoup développés avec le développement du commerce des drogues en ligne. Et même plusieurs plateformes existant même jusqu'à aujourd'hui sont en fait des forums de discussion liés à des espaces commerciaux qui à un moment se sont émancipés de leur espace commercial, on pourrait dire. Et puis ensuite, il y a des thématiques, on va dire, plus ou moins resserrées ou larges. Beaucoup de choses qui rappellent le mouvement techno dans la manière de penser ses usages, dans la terminologie. Voilà. Et puis, quelque part, quelque chose qui arrive en miroir de l'espace social habituel, qui est quand même une place à part pour les gens qui sont concernés par la dépendance, par la consommation d'héroïne et par l'injection, qui sont, sur la plupart des forums, qui sont affichés, en fait, repoussés, virés, bannis, en fonction des différentes pratiques, et qui se retrouvent dans des lieux un peu à part, vraiment, du reste des drogues. Il existait un groupe de discussion sur MSN, bienvenue dans les vieux outils d'un autre âge, qui s'appelait Entre héroïnomane, qui est peut-être un des seuls lieux qui existait entre 2000 et 2003, 2004, autour des questions de la consommation d'héroïne. Et en tout cas, dans laquelle on peut retrouver un découpage où ce groupe-là d'usagers est à part. Et on pourrait se dire comme ça, la plupart, que ce soit sur des thématiques, toutes les drogues, sur des thématiques un peu psychédéliques,
sur des thématiques autour des plantes antéogènes. Il y a quand même aussi une réflexion dans laquelle il existe pas forcément de réduction des risques. C'est déjà un accès juste à de l'info. C'est des fois vraiment de la socialisation avec des pairs en dehors de ces questions-là de risques. Et quand même, quand il y a des risques, on pourrait dire que la dépendance apparaît comme le risque, sauf pour les groupes d'échange dans lesquels sont concernées des personnes dépendantes, pour qui c'est un fait. Et il s'agit de travailler aussi d'autres questions autour de la réduction des risques et de réfléchir à ce qui peut se faire au-delà de ce risque-là, quoi. En 2006, dans une structure médico-sociale lyonnaise, au moment un peu de l'institutionnalisation de la réduction des risques, Pierre Chappard, ici présent, en fait, a programmé un forum en tant que chargé de communication à Rupture, avec une idée en fait, qui est de pouvoir trouver un espace dans lequel il existe quelque chose de communautaire et qu'il existe une parole entre personnes qui partagent quelque chose de leur expérience de l'usage, et puis qu'il faut contextualiser à un moment en fait de professionnalisation des intervenants dans les structures, dans laquelle l'intervention des pairs qui pouvaient exister dans les boutiques commence à passer au crible de la professionnalisation, et certes avec des personnes qui rentrent dans ces parcours professionnels, mais aussi des intervenants qui en sortent. Et c'est aussi quelque part dans la manière dont s'anime le début et a été pensé le lieu. Il y a quelque chose qui vient aussi de Keep Smiling, qui est une intervention, une association d'intervention en milieu festif lyonnaise, et qui en fait a vachement servi, je pense, d'acculturation pour plusieurs personnes qui ont ouvert ce site-là à ce moment-là. Ne rien attendre des institutions, c'est un mot clé, un mot d'ordre et un mot de regroupement qui perdure aussi jusqu'à aujourd'hui, qui est une forme de fil rouge dans ces espaces communautaires et qui permet quand même d'interroger en miroir en fait ce qui se joue dans l'espace institutionnel. S'il ne faut rien en attendre, peut-être faut-il aussi s'interroger de savoir ce que incarnent les institutions, et puis on va essayer de voir comment on peut affiner ça pour le comprendre. Je vous ai illustré toutes les prochaines diapos avec beaucoup de témoignages qui sont pris en ligne, qui donnent une idée aussi de ce dont les gens souhaitent parler et quelle prise de position ils ont. Et le forum de rupture, c'est d'abord un espace qui s'ouvre dans lequel il y a beaucoup de témoignages pendant les premiers temps, et dans lequel sont abordées les questions de toxicomanie, qui renvoient, bien que ça soit dans l'intitulé du congrès, qui a la gentillesse de nous accueillir, qui néanmoins reste un terme très connoté, aussi très stigmatisé, et qui marque aussi d'autres rapports et d'autres rapports de carrière d'usage, pour prendre le terme de Becker, de personnes qui ont construit quelque chose dans laquelle ont été intériorisées des choses très stigmatisantes, et dans laquelle se produit des choses de l'ordre de la production de trajectoires un peu prophétiques, autoréalisatrices, on pourrait dire, par intériorisation du stigmate. Et en fait, ce qui contraste avec tous les autres espaces que j'ai pu afficher à tout à l'heure, c'est quand même un endroit où les personnes se retrouvent à remettre en question quelque part qu'est-ce qu'on attribue à leur dépendance. Et qui est un enjeu fort aussi, entre des gens qui sont dans un parcours très dur. Hein. Les parcours années 90, souvent c'est des personnes qui sont pas si jeunes que ça. Et les parcours années 80, 90, autour des questions de toxicomanie, peuvent être approchés en lisant Asile de Goffman, pour bien approcher ces questions-là, et Stigmate de Goffman. De ce premier forum, en fait, il va y avoir une forme de première émancipation qui allait s'émanciper de la structure qui s'appelait Rupture. Et en fait, à l'époque, le forum devient le forum d'Azud. On pourrait dire que le forum suit Pierre Chappard, qu'il avait créé. Elle se déplace avec lui. Et l'outil prend une autre dimension. Déjà, il y a des nouvelles rubriques qui apparaissent. On peut voir la réduction des risques devient une rubrique, ce qui n'était pas le cas dans les premiers temps. Et puis, il y a aussi tout un travail politique qui est fait à Azud, dans lequel il y a des personnes aussi qui choisissent de publier des choses en blog, de pouvoir mettre un témoignage en avant, en sachant qu'il sera saisi aussi dans ce contexte-là. Les arrivants aussi qui viennent, les nouveaux arrivants dans cet espace, sont accueillis. Les 2-3 premières années, en fait, se dessine aussi une manière de modérer, de savoir quels sont les mots qu'on utilise, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on se comporte de personne à personne,
dans un apprentissage qui est vraiment une adaptation à des détracteurs ou à des trolls, comme on dit sur le web. Donc des gens qui viennent produire de la controverse sans intérêt et cultiver l'animosité et la tension du lieu. Et c'est vraiment un langage qui se construit en opposition à ça, ou plutôt en réaction à ça, voire en anticipation à ça. Et puis c'est aussi une manière aussi de se rendre compte, c'est aussi un forum à travers l'activité politique dans laquelle en fait les mondes virtuels ne sont pas si virtuels que ça et pas si que numériques, puisque c'est aussi des personnes qui se rencontrent dans la vie, une activité militante qui parfois... Et puis c'est aussi la période où se dressent aussi des formes de culture de la plateforme, dans laquelle les personnes qui participent à la régulation et à la modération se retrouvent de manière annuelle, tissent des liens aussi qui sont en dehors de l'espace numérique. Et qui aboutira en fait à une scission progressive, où en quelques années, on peut le voir à travers l'évolution des banderoles, Azud et la seringue ou Rupture, et progressivement différentes banderoles qui sont essayées, voilà, qui aboutissent au mûrissement du site et un peu à l'esthétique qu'il a à partir de 2012. Et puis la manière dont ça mûrit un site, en fait, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui viennent se saisir de l'espace communautaire pour en faire quelque chose qui les concerne et qui est souvent un acte fondateur. Un acte fondateur dans ce qu'elles transforment, de comment elles se considèrent et de leur expérience. En illustration, il y avait cette discussion qui s'appelle « Sevrage du nourrisson, 27 jours en néonat », de quelqu'un qui n'est pas là depuis beaucoup de temps sur les forums et qui finalement, à travers le partage de son savoir expérientiel, d'une situation, va se retrouver finalement à amener d'autres témoignages et puis à contribuer aussi avec des équipes de recherche. Et c'est en ça que vraiment ça transforme quelque chose, c'est transformer son savoir expérientiel, ensuite pouvoir en avoir une forme de consolidation en fait par confrontation et faire que ça devient un peu plus que du savoir subjectif. C'est un savoir qui est subjectif dans un groupe de pairs, c'est une forme en fait qui n'est pas vraiment que restreint à un individu. Finalement, c'est des expériences qui ne sont pas que subjectives. Elles concernent tout un groupe de personnes qui vont être assignées et qui vont avoir des caractéristiques aussi socio-économiques qui se ressemblent et des parcours de vie qui se ressemblent. Et en fait, globalement, des nouvelles rubriques naissent souvent comme ça. Quelqu'un qui se saisit de quelque chose, qui va prendre la parole, qui va se mettre à animer quelque chose, ça va faire venir d'autres personnes. Et en fait, c'est ça aussi une des capacités qui fait l'outil communautaire, c'est qu'en fait, l'outil se design en même temps que les personnes s'en saisissent pour ce qui les concerne. C'est un outil qui est fait pour dire ce qui concerne les personnes et comment y répondre. Et l'outil s'adapte au fur et à mesure à répondre à ça. En 2012, il y a une scission qui sera tranchée par un procès et qui fait la naissance en fait de l'association psychoactive, qui est une naissance en fait autour de l'équipe de modération qui devient le conseil d'administration. Jusqu'à aujourd'hui, les modérateurs actifs sont le conseil d'administration de cette association. Et progressivement, c'est aussi les outils se multiplient. C'est aussi une période où le site s'ouvre à toutes les drogues, ce qui fera un changement assez radical de sociologie et aussi de pratique à l'intérieur du forum, et qui se met à aussi avoir des personnes qui viennent autour d'usages festifs, autour des psychédéliques et d'autres choses. Et puis la structuration de la plateforme, en fait, appelle progressivement à créer des outils qui peuvent commencer à faire science participative, c'est-à-dire de créer des discussions dans lesquelles, ça s'appelle la grosse discussion, dans laquelle on va appeler les gens à venir contribuer et à apporter leur expérience d'un produit, et d'avoir ensuite des endroits où on peut accumuler beaucoup d'expériences qui peuvent participer ensuite à rédiger une page du PsychoWiki, par exemple. C'est aussi, pour le coup, un moment où la question de la RDR est devenue le prisme prédominant, alors qu'on pouvait voir que moins de 5 ans avant, ce n'était pas du tout le cas. L'institutionnalisation a aussi ses effets ailleurs, dans les espaces numériques, quoi. Et les outils structurent aussi autour de questions de charte. On voit aussi mieux se dessiner la question des rôles, des valeurs et puis des normes. Tout se passe sous le régime du pseudonymat. Il existe une mémoire. Tout est affiché depuis le début dans une idée qui est propre à l'idéologie hacker, qui est qu'il existe quelque chose dans les données qui dépasse notre savoir, mais qui peut être utilisé et dans quelque chose qui a la possibilité de changer la vie concrète, réelle et quotidienne à partir des données numériques. Donc c'est un peu sur la construction des savoirs. Il y a toujours des enjeux de dénomination. Il existe des champs d'expertise, d'autorité, qui sont très connus de tous les intervenants, je suis sûr, qu'on pourrait opposer entre savants et profanes, et aussi avec cette question de ni objectif ni subjectif.
F. Gardien proposait de le prendre comme quelque chose de perjectif, qui serait de se dire que c'est une forme d'objectivité à l'intérieur d'un groupe de pairs. C'est sûr que des savoirs expérientiels qui peuvent se co-construire et se transmettre autour des drogues, qui peut-être ne concernent pas directement ceux qui n'en consomment pas. Voilà. La production de savoir, c'est parce que ça concerne les gens, et c'est aussi en fait dans un but de pouvoir faire exister savoir, de pouvoir exister, et en fait d'introduire du politique dedans, de politiser les questions de la santé, de bien approcher la santé pas comme une espèce de réalité biomédicale unique, mais bien d'en appréhender la dimension de construction sociale et d'agir dessus pour pouvoir en modifier les définitions. Clairement, c'est aussi une opposition qui se fait par rapport au parcours de sevrage et à des formes d'attente qui existent dans les services d'addictologie, par exemple, entre autres, qui amènent à se positionner autour de la question et plutôt vivre avec les drogues. Et pas vivre avec les drogues juste entre personnes qui en consomment, mais ensemble, avec aussi une exposition au monde pour aussi informer les autres personnes de ces expériences. Voilà. Et autour de ces co-constructions de savoir, il y a de très gros enjeux en fait, identitaires. Et il y a aussi un enjeu sur les forums qui est de créer un peu on pourrait dire des subjectivités positives de l'usage. En fait, avoir une représentation qui existe des subjectivités positives développe en fait le pouvoir d'agir, s'autorise à pouvoir essayer d'agir sur des choses et au-delà de ça, empower concrètement les gens et crée aussi des nouvelles trajectoires. Un autre aspect auquel je me suis intéressé sur les forums psychoactifs et sur d'autres, c'est qu'il existe aussi une manière de regarder ce que la communauté des morts dit de celle des vivants, qui est un peu un travail anthropologique, dans lequel on aborde ça comme ça, dans lequel en fait il existe des manières d'informer des décès qui existent sur ces plateformes, mais aussi sur les plateformes anglaises comme Heroic, des choses comme ça, sur beaucoup de plateformes, et dans lequel on voit aussi que c'est des liens très forts qui se tissent, que le petit dénominateur commun en fait parle aussi d'une expérience singulière dans l'espace social, qui est d'être dans un groupe de personnes qui sont un peu, par rapport à la norme, le groupe de ceux qu'il ne faut pas être, on pourrait dire, trivialement. Voilà. Et c'est aussi, dans ces communautés numériques, il y a certaines, on pourrait dire, emblèmes, certaines morts qui sont utilisées un peu comme des totems, et qui incarnent aussi des risques autour de produits qui marquent et qui se retransmettent, et dont on peut avoir la surprise, 15 ans après, de les voir retransmises. Une vraie forme de culture autour de ces outils numériques. Dernière heure de gloire pour la codéine, souvenir, en juillet 2017, autour du week-end rallongé de 3 jours du 14 juillet, où l'interdiction de l'accès à la codéine a créé le plus gros afflux sur le site, car c'est aussi la prohibition qui en fait amène à venir dans ces espaces chercher un autre savoir. Et je vais vous dire un petit mot là-dessus pour conclure. C'est une manière aussi d'aborder le web et de se rendre compte aussi que le développement de ces plateformes est lié à quelque chose de l'ordre de ce qu'est le programme politique du web, qui est aussi de pouvoir mettre en valeur dans des moteurs de recherche plus des endroits où il va y avoir beaucoup de liens interindividuels autour d'un petit sujet plutôt qu'un site institutionnel. Donc non seulement c'est des espaces communautaires qui ont existé avant les sites institutionnels, mais aussi dans lequel l'idée politique qui est derrière le web et cette vision quantifiée du monde et la révolution des calculs est bien en fait aussi de pouvoir mettre en avant ces endroits. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à toi Philémon, merci Pierre. Moi je suis toujours hyper content de pouvoir... c'est trop bien de pouvoir vous recevoir. Parce que déjà, si vous travaillez en RD ou en addicto et que vous ne connaissez pas Psychoactif, c'est que potentiellement vous avez raté un truc. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est vrai que c'est un espace de production de savoir qui est hyper important. Et pour votre culture professionnelle, je vous recommande. Notamment les grosses discussions, les psycho-wikis et puis même les méandres du forum sur des espaces bien plus larges. Moi, je suis toujours spécialement ému de vous voir parce que je pense que j'ai appris la plupart des choses que je sais sur Internet, sur le site State, sur Psychoactif et que ça m'a fait gagner des points de vie, clairement. Et merci. Merci à tous, c'est très bien. Et maintenant, je vais laisser poser quelques questions pour Philémon, même sa présentation était très complète. Nous avons 7-8 minutes de 3 questions. Ou plus. Oui, merci beaucoup Philémon. Moi j'avais une question par rapport à l'institutionnalisation, parce que Psychoactif de plus en plus
et qu'on vu par l'institution elle-même comme un représentant, en fait, enfin l'équipe de modérateurs des personnes qui utilisent des drogues. Vous aussi fournissez des services qui sont offerts par les acteurs institutionnels. Et je me demandais si le risque de leur situation au sens d'un événement possible, c'est une question qui se pose dans le forum ou même au sein de l'équipe des modérateurs que Psychoactif devienne un acteur institutionnel. Ouais, c'est une grande question. Je pense que ce serait une question sociologique quand on pourra aborder la question des forums. Est-ce que c'est une institution ou pas? En quoi? Alors, il y a aussi quelque chose dans les institutions qui serait aussi de pouvoir s'étirer dans l'espace au-delà de leurs murs et à travers le langage et aussi de survivre à ses créateurs. C'est aussi un des enjeux, on pourrait dire. Il y a aussi quelque chose dans le positionnement dans lequel les acteurs gardent quand même aussi une forme de distance avec l'institution. Car pour prendre un peu le travail de Goffman sur les institutions, c'est aussi les institutions soins sont aussi celles qui sont porteuses quelque part de la norme et puis de l'étiquetage qui existe des personnes pour pouvoir repérer les personnes déviantes et qui passait sans doute l'étiquette de la prison dans les années 80 qui est un marqueur important dans les parcours. L'étiquette du diagnostic biomédical reste une manière d'étiqueter les personnes qui ensuite produit la stigmatisation intériorisée, etc. Et dans ce sens-là, il existe un rapport de distance dans lequel il n'est pas vraiment possible de devenir une institution dans ce sens-là. Et après, oui, c'est un enjeu. Je crois qu'on ne sait pas à l'avance, parce que l'outil se fait par les gens qui le font à un moment. C'est une bonne question. Le temps nous éclairera. À voir dans le futur, du coup. Serena? Oui, moi j'avais juste envie de rebondir sur ta question, parce que je suis directement concernée en faisant partie de l'équipe de modération de Psychoactif. Et j'aurais envie de dire un peu, déjà ça dépend tout de ce qu'on attend par institution, quelque part. Si c'est dans un sens anthropologique d'une instance reconnue, effectivement, là, ce qui a été un peu démontré dans le temps aussi, c'est que la reconnaissance là du travail qui est fait et du savoir qui est produit. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un gros écart parmi toutes les idées qui sont vécues, en sachant que c'est des idées, des idées qui sont développées en partant du vécu et en sachant que ça part souvent les réflexions que parfois, même dans les échanges avec les pros, peuvent être parfois prises comme violentes quelque part. Souvent, ça ne reflète que la violence que beaucoup de personnes usagères de drogue se prennent à la gueule au quotidien par les institutions médicales, etc. Et que du coup, mener ce type de discours, mener ce type de parole en ayant ce type de vécu, forcément, ça empêchera quelque part une intégration totale dans le sens institutionnel. À moins qu'il y ait un changement radical au niveau des institutions, ce que peut-être on peut le souhaiter ou pas, mais voilà, c'est à discuter. Merci pour vos questions. Une dernière question, on prend une dernière question si vous en avez une. Non, personne. C'était très complet, merci Philémon. Du coup, je vous propose d'accueillir Philippe. Philippe, il est dans le futur. Il va vous faire une présentation à la fois à distance, parce qu'on est quand même sur le numérique, donc on a le droit de faire des trucs à distance, on économise l'empreinte carbone, tout ça et tout, on sauve la planète un petit peu. Après, les goodies étaient un peu... ouais, non. On va pas partir là-dessus. Bref, Philippe, c'est un gars génial. Lui, il a créé l'application No Drugs, c'est un mec, il est tout seul, et il met son fric pour payer des trucs pour que des millions de gens aient accès à des informations, et il est tout seul. Et Philippe, je te laisse te présenter, parce que je vais pas le faire à ta place, tu vas le faire. Et tu vas nous parler de ton magnifique projet de No Drugs. Philippe, tu nous as ou pas? Tu nous entends, Philippe, ou pas?
son et à l'HDMI. J'éteins le micro. Ouais, il y a un autre micro qui est connecté au PC. Ça marchait tout à l'heure, c'est dommage. Tu nous entends, Philippe, ou pas? Non. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va régler le problème technique, et en attendant, on va du coup écouter Fabrice, qui va nous présenter autre chose. Fabrice qui est Fabrice de Technoplus, qui travaille un petit peu pour le bus en ce moment et qui va vous présenter ce qu'on fait en termes de réseau. Par contre, j'ai besoin de reswitcher sur cette... On reswitch. Tout à fait, tu peux le faire, et on veut quelqu'un pour les problèmes techniques, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. On a un petit temps de flottement, mais ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Ça branche. Pas de signal, pas de signal. Du coup, Fabrice, il va vous présenter une enquête de recensement des acteurs de IRDR en France et en francophonie. Si Toshiba veut bien démarrer, c'est bon. On a un magnifique lever, coucher de soleil, je ne sais pas trop, avec des vagues. Et on arrive sur la présentation enquête IRDR, recensement des acteurs, des actions, des activités de IRDR. Et j'espère qu'ensuite on arrivera à reprendre Philippe qui attend avec impatience de présenter cette merveilleuse application. À droite, numéro 1. Ah, c'est la pièce d'à côté, très très bien. Là du coup on est repassé sur une autre présentation, mais il faudra voir si le HDMI peut envoyer du son dans les enceintes, parce que... Ah, il y a du son en visio. Oui, effectivement. Il n'y avait pas sur les power. Étape par étape. Fabrice, vas-y. Du coup, je le fais moi? Ouais. Bon. Bonjour tout le monde. Donc, je devais passer à la fin, mais c'est pas plus mal. Moi, je vais vous donner des chiffres. Voilà, je préfère prévenir directement. Puisque l'idée, c'est de... Là, vous avez eu un aperçu de 2 projets de IRDR. Philippe va en présenter un autre. Et ça, c'est qu'un aperçu de ce qui se fait en termes d'intervention de réduction des risques en ligne. Et donc, comme le disait Victor, donc moi, je suis Fabrice, Originellement, je suis entré par la RDR par la porte de Technoplus, mais je travaille beaucoup avec le bus ces dernières années et je suis informaticien de formation, donc les aspects numériques, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'à Technoplus, à l'époque, le 3615 Rave, c'était des partenaires pour dire qu'on allait être présent dans des soirées. Donc en fait, l'histoire des liens avec le numérique, ça remonte un petit peu. Concrètement, ce qui s'est posé au bus comme question, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu cette volonté de développer la page plus belle la nuit, puis tous les services en ligne, on s'est demandé qui sont nos homologues, c'est qui nos confrères, c'est qui les autres intervenants qui font la même chose, un peu dans leur coin. Alors évidemment, on a des idées. Là, on voit qu'il y a des acteurs historiques comme Psychoactif, et puis il y en avait d'autres. Mais on s'apercevait bien que sur les réseaux sociaux, il y avait les fameux influenceurs drogue dont parlait Romain. Il y en avait plein, des autoproclamés, des plus ou moins intéressants. Et voilà, et on avait envie de rencontrer et d'un peu de recenser tout ce petit monde. Voilà. Et donc, à la base, c'était juste pour leur parler et voir comment on travaillait. Et donc, l'enquête, alors il y a une première mouture qui a été faite en 2021, donc juste après le Covid, où beaucoup de monde s'est mis à faire de la IRDR, faute de pouvoir faire de sortir de chez soi. Donc, il y a une première enquête, mais c'est pas celle-là que je vais vous présenter, parce qu'elle était un peu surreprésentée par rapport... voilà, on en a refait une, donc 2 ans plus tard. Et voilà. Ça nous a permis... Ah oui, alors comme il y a beaucoup de chiffres, j'ai oublié de vous dire, et que je vais en profiter pour faire un peu la promotion des personnes qui participent à ce réseau, qu'on a pu recenser, comme ça vous verrez aussi la diversité des actions. Donc j'ai entrecoupé les chiffres de capture, voilà. Donc par exemple, il y a Info Chemsex by Ed, voilà, et puis Ed à Marseille, le Spot, voilà, qui a aussi une application pour informer ses partenaires avec un système complexe mais efficace, voilà. Donc c'est pour montrer aussi la diversité des actions de l'IRDR. Donc Info Chemsex, c'est un groupe Facebook, et puis là on a un service en ligne avec une application.
Donc, qui a répondu à cette enquête? On a identifié 40 actions voilà, de santé autour de la réduction des risques en ligne, qui sont principalement menées par des projets, alors institutionnels, c'est le terme que j'avais utilisé, mais pour moi, institutionnel, c'est aussi les CARUD, les XAPA, tout ce qui est un agrément. Les assos collectifs de RDR, donc là c'est plutôt tout ce qui va être voilà, sous forme associative, déclaré loi de 1901, mais qui n'a pas d'agrément médico-social. Et puis les projets informels, donc c'est les électrons libres dont je parlais, les communautés de faits, les personnes qui sont tout seuls dans leur coin. Donc vous voyez, on a cette répartition, on a essayé d'avoir plusieurs personnes. La méthodologie pour choper ces gens-là, ça a été de se servir du répertoire professionnel de Drogue Info Service, d'envoyer en fait à tout cet annuaire une question simple. Est-ce que vous faites de la réduction des risques sur des espaces numériques, en donnant quelques exemples, oui, non. Si c'était non, le questionnaire s'arrêtait là. Si c'était oui, il y avait plusieurs questions. Et ensuite, on a fait aussi de la promotion sur les espaces numériques qui étaient fréquentés par le bus 3132, donc Facebook, Instagram, enfin voilà, je crois que c'était tout à l'époque. Peut-être sur TikTok, je ne sais pas si on l'a passé, et puis aussi les rencontres un peu informelles qu'on avait sur les forums avec des gens qui créaient des espaces, parce que tous ces espaces ne sont pas forcément accessibles au public. Il y en a qui sont très protégés, où les gens restent entre eux, mais ça nous paraissait important de les recenser, parce que c'est quand même du travail de RDR et d'autosupport. Donc voilà un peu comment on a recensé les personnes qui ont bien voulu répondre. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est que les personnes qui ont bien voulu se déclarer, qui ont fait l'effort de répondre, mais en tout cas, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc déjà, c'est voilà, et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Petit intermède, donc là, l'application No Drugs, qui est la version française qui est portée par l'association ITAC, donc ça sera l'objet probablement de la présentation d'après, et ITAC qui anime aussi voilà, un compte Instagram qui fait partie du réseau. Alors, première chose, l'ancienneté des actions de IRDR. Donc quand on regarde ce graphisme, on voit que la 3/4 en fait, des actions qu'on a recensées, elles ont moins de 6 ans. Voilà, donc c'est quelque chose, en fait, il y a un effet qui est assez jeune. Donc, bon, comme dans tout dans la société, la numérisation était déjà en marche, elle a été accélérée par le Covid, donc voilà, ceci explique cela. Il ne faut pas nier aussi la difficulté d'avoir des financements, ça on y reviendra, c'est une partie de l'enquête. Donc ça ne fait pas très longtemps que finalement il y a des financements pour aussi ce type de projet. Et sinon, on a des acteurs qui sont beaucoup plus anciens, voire historiques, voilà, avec des anciennetés de plus de 20 ans sur le sujet, et qui sont principalement le fait de programmes d'autosupport aux communautaires qui finalement n'avaient pas forcément besoin de subventions pour les mener. Donc voilà. Alors, cette fois-ci, je vous présente un peu ce que fait le bus. Donc, il y a Plus belle la nuit, qui est un peu sa marque phare sur les réseaux sociaux, qui est assez connue et qui a permis de faire une notoriété qui a dépassé largement le cadre marseillais et provençal. Et puis, un autre site voilà, qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps, le Drug Lab. Donc, c'est la partie analyse de drogue, mais qui a une forte composante numérique également, puisque tous les résultats sont accessibles en ligne avec un rythme hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire même de mise à jour. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit ce qui tourne et ce qui est analysé, et voilà. Donc, voilà, projet du bus. Ce qui est important aussi de voir, c'est que dans les actions de RDR, finalement, il n'y a que 5 pure players, pour parler comme le font les businessmen. C'est-à-dire que des projets qui ne font que de la RDR en ligne. Les autres, ce sont toutes des structures dont la IRDR est une composante plus ou moins importante, enfin relativement importante, puisque en tout cas elles l'ont déclaré, mais il y a aussi en fait un travail de RDR qui peut être assez varié. Donc je ne vais pas tout vous lister, mais voilà, de la base, on va dire, la fourniture de matériel et d'informations pour permettre la réduction des risques, la collecte ou l'analyse de produits, l'accompagnement personnalisé de personnes consommatrices, etc. Voilà, des interventions dans différents milieux, social, scolaire, professionnel, en prison, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est donc le numérique est finalement un nouvel espace qui est investi par des structures qui font de la réduction des risques voilà, par ailleurs. Donc ça, c'était une liste qui était fermée. Les gens pouvaient aussi proposer autres. Et voilà, et on a des choses qui ont été citées comme des jeunes en foyer ou dans le milieu rural ou dans le milieu des saisonniers, voilà, pour les toucher, ou le chemsex, on en a parlé. Voilà.
Alors cette fois-ci, je vous fais une petite diapo sur le Deltaplan, qui à la base est une chaîne YouTube, donc de Trip Report, voilà, qui a vraiment son petit succès sur Internet, qui permet de démocratiser l'expérience de drogue psychédélique, et qui a son pendant en termes de forum sur un serveur Discord, où il y a une communauté, voilà, de quelques milliers de personnes, voilà, qui échangent, et voilà. Donc c'est très, voilà, on peut voir le design, c'est très psychédélique, voilà. Alors les actions de IRDR, alors qu'est-ce qu'on fait en ligne? Parce qu'évidemment, comme c'est à distance, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut y faire. Et finalement, on y fait à peu près tout que ce qu'on fait en présentiel. On diffuse de l'information sur les produits, on diffuse de l'information sur les pratiques, donc c'est classé par ordre d'occurrence parmi les répondants. On prodigue des conseils personnalisés à des personnes qui posent des questions qui peuvent être « ça fait quoi la coque ?» ou des questions beaucoup plus pointues je suis sous tel ou tel antidépresseur, c'est quoi les interactions avec la 3 machin, je sais pas quoi, catinone. Voilà, donc ce genre de choses. Orienté vers d'autres services, puisque évidemment c'est aussi une porte d'entrée, on l'a vu, le numérique, pour se poser des questions. Voilà, c'est moins stigmatisant, des fois on ne connaît même pas à qui s'adresser. Drogue Info Service, parfois c'est plutôt les parents ou les proches d'eux qui appellent, mais les personnes concernées, elles vont plutôt en fait vers des espaces vers lesquels elles s'identifient. Voilà, donc des orientations, des informations sur d'autres services. Il y a aussi de l'aller vers qui se fait, puisque on peut très bien mener une action de IRDR sans avoir aucun site web ou compte, etc. Il y a suffisamment d'espace numérique en ligne pour se créer sa petite connexion, puis devenir un intervenant qui se balade. Donc là, voilà, j'ai une grosse pensée pour Not for Human, qui a été un peu les promoteurs et les instigateurs de ce type d'action voilà, sur Internet. Voilà, on y fait de la formation, on y fait du trip sitting, de la réassurance, donc des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser et qu'on peut contacter en ligne et qui sont sous l'effet de produits ou d'un bad trip ou qui se demandent qui contacter parce qu'ils ont un peu peur d'appeler les services officiels. Voilà. Donc voilà, des applications smartphone et puis des permanences en direct. Donc vous voyez, on fait vraiment pas mal de choses en ligne. Voilà, ça c'était pareil, une liste fermée. Ce qu'on peut citer parmi les répondants qu'on dit autres, on va y revenir, mais voilà, il y avait par exemple le fait de faire de l'analyse de produits à distance. Donc là, évidemment, il faut quand même avoir les échantillons, hein. On ne peut pas se faire tout à distance. La livraison de matériel à domicile. Voilà, des faux sites d'achat de drogue. On va y revenir, j'ai une diapo là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, et du plaidoyer pour la RDR auprès des éditeurs de plateformes web. Voilà, donc des gens qui essayent justement de faire en sorte que le travail de santé ne soit pas censuré sur les plateformes. Et voilà. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas trop, mais c'est bien d'essayer. Voilà, un autre projet à mettre en avant, donc Drugs, qui est un projet assez récent, voilà, qui est mené par quelqu'un. Donc c'est un projet de fiche voilà, basique sur les produits, qui a un pendant physique et un pendant numérique. Mais c'est aussi quelqu'un qui est modérateur sur le forum, la partie francophone du forum Reddit dédié aux drogues. Donc c'est intéressant parce que Reddit, c'est une très grosse communauté qui marche beaucoup aux États-Unis. En France, c'est un peu moins pignon sur rue, mais en fait, c'est là où se passe beaucoup de choses. C'est des très bons moyens d'information sur les produits, sur les tendances. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'y est collé. C'est pas une institution. Voilà. Sinon, il y a l'application à droite de CupRDR. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, via une application, quand on est en région centre, savoir commander des produits, savoir demander une intervention de réduction de risque en milieu festif, avoir des infos sur les produits. Voilà, un peu de la RDR de proximité, mais dans la poche. Voilà. Alors là, vous voyez, en énumérant un petit peu tout ce qui se fait, se pose la question de quels sont les espaces numériques qui sont investis par la RDR. Donc là, ce graphique montre ce qui... Alors là, ce sont des espaces numériques créés. Donc ce n'est pas ceux qui sont, comment dire, où les gens vont se promener ou faire de l'aller vers, c'est vraiment ce que les structures ont créé. Donc on voit qu'en tête, il y a plutôt des sites web et du Facebook. Alors même si Facebook est en perte de vitesse, c'est quand même encore la grosse majorité des structures qui font de la IRDR ont créé des pages ou des groupes et qui tournent voilà, plus ou moins. Sur la grosse tendance sur l'enquête 2023 qui était complètement invisible, l'enquête 2021, pour montrer aussi que ça va vite dans ce milieu-là et que cette enquête est probablement en partie obsolète sur certains aspects au moment où je vous parle. C'est Instagram qui a complètement, en 2 ans, toutes les assos qui faisaient de la IRDR se sont mis sur Instagram, plus les influenceurs drogue qui étaient déjà.
on va dire, et également TikTok qui apparaît un peu, qui était complètement invisible. Et je pense qu'aujourd'hui, là, si on refaisait un sondage, là, en fait, il y aurait beaucoup plus de structures qui soient sur TikTok et même des très institutionnelles, parce que ça a vraiment décollé là en 1 an et demi. Voilà, à l'inverse, Twitter est en perte de vitesse, d'ailleurs c'est même plus le bon nom, voilà, c'est X, et ainsi de suite. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine variété. Alors après, bon, bah, évidemment, c'est comme dans n'importe quel sujet, c'est-à-dire si on s'adresse à un public de niche, voilà, les injecteurs, ils sont peut-être pas forcément sur les mêmes canaux que d'autres. Donc évidemment, la population générale est majoritairement sur le web, sur Facebook, Instagram, mais il y a des endroits où il y a, par exemple, le milieu alternatif techno est encore beaucoup, malgré même les jeunes, sur aussi Facebook. Voilà, bizarrement, sur des choses comme ça. Et donc on voit que même sur Snapchat, sur Telegram, enfin voilà, sur Teams, des gens qui font des permanences sur Teams, voilà, qui proposent de l'IRDR. Donc voilà, il y a vraiment enfin voilà, c'est assez varié. Il y a toute la partie aussi forum qui inclut aussi Discord, voilà, qui a dépassé le stade des communautés de jeux vidéo, qui investit maintenant par tout type de communautés, y compris celle des drogues. Merci. Voilà, et puis aussi des newsletters et puis des applications. Voilà. Parmi les personnes qui ont répondu, on a aussi France Patient Expert Addiction, donc qui anime la partie forum du site Addicted, donc voilà, qui fait de l'action voilà, de RDR en ligne. Not for Human, dont j'ai parlé, qui aujourd'hui se concentre beaucoup sur l'analyse de produits à distance, donc voilà, via une page Facebook notamment. Alors ensuite là c'est une diapo un petit peu bizarre, mais c'était pour montrer en fait les groupes les espaces où se déroulent l'allée vert qui ont été remontés par les répondants. Donc l'idée c'est de voir en fonction de la taille ce qui a été beaucoup remonté. Donc en gros c'est les groupes Facebook, comme je le disais, c'est encore quelque chose qui est assez prégnant. On a un petit lot là sur la droite, donc tout ce qui est appli de rencontre, petites annonces et de chat. Donc ça c'est toutes les structures qui interviennent notamment auprès des travailleurs du sexe ou sur les sujets de chemsex, puisque c'est là où se font les maraudes et où on va rentrer en contact avec les personnes concernées. Beaucoup de structures de RDR, ça me fait toujours un petit peu sourire en coin, qui vont sur les forums spécialisés. En fait, clairement, il y en a beaucoup qui disent, nous on va sur Psychoactif ou sur Psychonote, qui sont déjà des espaces de RDR en tant que tels. Avons-nous besoin d'avoir des intervenants de RDR supplémentaires sur ces espaces-là? C'est très enrichissant, mais il y a peut-être aussi d'autres endroits à creuser, j'ai envie de dire. Et puis des serveurs Discord, plus ou moins privés, enfin il y en a pas mal des privés, et ça peut même être des boucles de conversation sur Telegram, enfin voilà, qui agrègent, ou Signal, qui agrègent pas mal de monde. Et puis des personnes qui investissent des espaces commentaires, alors là, à peu près tout sur Internet, donc les vidéos Facebook, ce que vous voulez, des sites d'achat, etc. Voilà, donc là je vous présente une petite diapo autour de Psychonote et de Mixture, donc deux projets qui sont assez liés. Donc Psychonote qui est un forum, qui à la base effectivement était lié à un shop de vente hollandais, puis finalement la communauté francophone était tellement investi que finalement ça s'est autonomisé, on leur a laissé les serveurs, le nom de domaine, etc. Et maintenant c'est un vrai groupe de RDR en ligne. Et le projet Mixture qui est un projet basé sur les interactions entre les produits de façon sourcée, avec une démarche scientifique très forte. Voilà. Ensuite, alors venons-en à une autre partie des chiffres, donc l'audience finalement, tout ça, tous ces projets que je vous décris qui sont très variés, et quand on cumule les audiences déclarées, on arrive à presque 3 millions de personnes qui sont touchées par la réduction des risques en ligne. Donc c'est quand même autre chose que le secteur médico-social, j'ai envie de dire, tout confondu. Mais évidemment, on est aussi sur un autre niveau, on ne fait pas du suivi, c'est plus de l'information, de l'éducation, des réponses au coup par coup, mais c'est quand même non négligeable. Il faut savoir que sur la précédente enquête, où Drogue Info Service, qui est quand même un service qui fait aussi de la RDR, même si ce n'est pas son cœur de cible, avait répondu, on était passé à 13 millions de personnes si on inclut Drogue Info Service. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Et donc, après vous allez voir, donc là, une autre petite slide sur Nuit Blanche, voilà, une archi de réduction des risques qui est menée par le collectif ELR. Donc Nuit Blanche qui est un projet suisse, qui a aussi un Discord, voilà, qui a répondu à l'enquête. Et puis White Hat Chemistry, alors là c'est encore autre chose, on est dans un autre monde, c'est des gens qui font de la bioinformatique et qui à partir de la forme des molécules, sur des produits que personne n'a encore testés, essayent d'imaginer les effets que ça va faire, parce que... Comment on fait sinon pour savoir ce que ça va faire dans le cerveau, les potentiels risques et effets. Donc voilà, donc c'est un projet, alors voilà, on le relie à la RDR, mais eux-mêmes sont très prudents sur les informations qu'on peut faire à partir de leur déduction, mais sur des produits sur lesquels il n'y a aucun essai clinique, aucune antériorité, c'est toujours mieux que rien. Donc j'ai parlé de l'audience, mais finalement combien de personnes font tourner tout ça? Et quand on regarde, ça fait 30 ETP.
Voilà, 118 personnes sont salariées, donc avec des petits bouts de temps voilà, à droite à gauche pour faire tourner ça. Mais c'est aussi 17 ETP en bénévole et qui représentent 182 personnes. Donc vous voyez un peu le rapport entre le nombre de personnes impliquées, salariés, bénévoles, et qu'on est un peu sur du kiff-kiff. Et tout ça, ça permet de mener les 40 actions qui ont répondu et qui touchent ces fameuses 3 millions de personnes. Voilà, donc là, une diapo sur donc le shop GBL. Donc ça, c'est le faux site de vente, c'est l'association PlaySafe qui utilise notamment le référencement et les mots-clés monétisés de Google pour quand dès quelqu'un tape dans Google acheter du GBL, eux, ils se positionnent en tant que mots-clés dessus. Et du coup, on arrive sur leur page et puis ils essayent de pousser des informations de santé à des gens qui, a priori, n'en ont pas demandé. Mais voilà, c'est une action. Voilà, puis il y a Payta RDR, voilà, qui était une communauté qui a commencé sur Facebook et puis qui continue sur Instagram, donc qui s'adapte aussi aux évolutions. Et maintenant, parlons sous. Voilà, c'est que tous ces 40 projets cumulés qui touchent 3 millions de personnes, ça représente 563 420 € au total sur les personnes qui ont bien voulu répondre et parler de leur budget. Ce qui fait, alors, hors 4 projets qui sont vraiment très, très, très subventionnés et qui déforment un peu, qui fait que la moyenne n'aurait pas trop de sens, on a voilà, 18 000 €, c'est le budget moyen de ces actions, quoi. C'est pour donner quand même un ordre d'idée par rapport à des structures, voilà, le nombre de personnes qu'on touche, le travail qui est fait, enfin, vous voyez la part du bénévolat et combien d'argent, pas que public, voilà, que ça représente. Voilà. Bon, Psychoactif, on vient d'en parler, donc voilà, qui a répondu à l'enquête. Safe également, avec le service voilà, de RDR à distance. Voilà. Et les financements, ils viennent d'où ? Vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure, plus c'est gros, plus c'est ce qui finance ces projets, vous voyez, c'est l'autofinancement. Donc derrière, on a un peu les ARS, on a le financement participatif, voilà, puis après on a, voilà, même hauteur, des fondations, la région, le ministère de la Santé parfois, enfin voilà, vous voyez, c'est très éclaté. Et puis il y a quand même, en bas à gauche, si vous regardez, des assos qui estiment que, enfin, ou des projets plutôt, qui ne sont pas forcément souvent associés, qui estiment que ce n'est pas nécessaire en fait de rechercher du financement par rapport à leur façon de fonctionner. Donc, ce qui donne aussi une certaine indépendance. Voilà. Voilà, je crois que ça doit être ma dernière diapo ou presque. Il y a donc Technoplus qui... Instant promotionnel. Ouais. Non, mais j'ai fait la promotion de tout le monde, j'essaie d'être équitable. Mais oui, Technoplus qui mène plusieurs actions, mais une des particularités, c'est qu'on a une formation en ligne qui s'appelle la Formaper, qui essaye de faire en sorte de former à la réduction des risques, en fait, tous les fêtards, pour qu'ils soient eux-mêmes leurs propres promoteurs de réduction des risques dans leur cercle proche, ou même juste des inconnus qui iraient pas bien, pouvoir leur poser des questions. Et la Société psychédélique française, voilà aussi, qui fait des cercles d'intégration en ligne, où les personnes qui ont vécu des expériences avec les psychédéliques peuvent venir en parler. Et des fois, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, donc cette opportunité existe. Voilà. Et donc la suite, c'est quoi ? C'est qu'une fois qu'on a recensé tout ça, on a fait un premier séminaire qui s'est passé à Nancy. On était invité grâce au RESPAD, donc merci à lui. Et on a bien kiffé se retrouver. On a envie de faire des choses ensemble. Donc il y a un deuxième séminaire qui est prévu à Marseille dans 2 semaines, avec voilà, plusieurs de ces projets qui vont y participer. Donc je ne sais pas pour l'instant quelle est la suite. Mais en tout cas, c'est un réseau qui est en train de naître autour de la réduction des risques en ligne. On a bien envie de faire reconnaître ces actions, faire connaître cette diversité et puis ce métier d'intervenant de réduction des risques en ligne, enfin métier ou en tout cas action qui est en train de naître. Voilà, merci pour votre attention. Merci Fabrice, c'est toujours un plaisir de t'entendre présenter. Vous l'avez vu, en IRDA, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la complémentarité. On n'a pas les mêmes choses à donner et puis on vide l'océan à la petite cuillère. Vous l'avez sûrement compris aussi, les usagers de drogue en France, c'est pas que les Carieux et l'Exapa, c'est pas que des gens dans une extrême difficulté, c'est pas que des personnes précaires, c'est aussi Monsieur Tout le Monde. Et Monsieur Tout le Monde, c'est pour nous, c'est pour la IRDR. Monsieur Tout le Monde, il s'informe sur les drogues sur Internet. Et dommage que Christian Benlagdar soit pas là parce que je pense qu'en termes de coût efficacité, il y aurait un petit truc à faire. J'ai essayé de l'attirer dans la pièce, il n'a pas voulu, il voulait aller voir autre chose, mais tant pis pour lui, hein, il a raté un truc, c'est dommage. Donc maintenant je vais fermer ma gueule et je vais vous laisser poser vos questions. Vous avez environ 7 minutes, donc on va 2, 3, 4, avant d'entendre Philippe Cric-Carec sans aucun problème technique. C'est une question sur les initiatives individuelles. Et
Je voulais savoir si elle porte des projets assez conséquents finalement, comment ça se développe, et aussi sur les intervenants qui font de l'aller vers. Je me demande, la prise de contact, c'est par Drogue Info Service? Donc, comment tu les as rajoutés dans l'étude? Comment tu les as contactés? Alors, c'est ce que je dis. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Les intervenants qui sont un peu électrons libres, en fait, c'est vraiment le fait que Plus belle la nuit soit visible sur les réseaux qui nous a permis de contacter en disant on fait une enquête où on essaie de recenser les actions de réduction des risques en ligne. Si vous vous sentez concerné, voilà, vous reconnaissez comme acteur, vous avez envie, ça vous parle, vous pouvez répondre à l'enquête, c'est ouvert à tout le monde parce qu'on ne voulait surtout pas donner l'image qu'il n'y a que des institutions, des associations bien structurées qui peuvent faire de la réduction des risques en ligne. Et je pense même que l'enquête, elle est même pas forcément suffisamment représentative de tout ce qui se fait par des initiatives individuelles. Et c'est très compliqué d'aller les chercher parce que déjà, il faut pouvoir les trouver, présenter l'enquête. Ensuite, il faut comme ils ne sont pas du tout dans notre monde, dans notre secteur, nous, on est déjà... Moi, je veux bien faire le militant ou l'usager de service ou ce que vous voulez, mais en fait, je suis déjà dans une carrière de réduction des risques qui fait que je suis là-dedans. Et il y a des personnes pour qui ils font de la RDR comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, quoi. Et ceux-là, c'est compliqué de leur dire, mais en fait, le travail que tu fais, il est hyper important. Et donc ça, c'est vraiment grâce au travail des collègues. Donc il y a Romain, il y a Mathie, il y a Maxime, qui sont vraiment les personnes qui sont en première ligne sur les réseaux sociaux, qui, eux, repèrent ces personnes-là, ces groupes-là, et qui ont essayé de leur proposer l'enquête. Donc voilà. Et là, par exemple, Deltaplan a répondu, mais Deltaplan n'est pas venu au séminaire. Voilà. On a du mal à les faire venir dans des formes un peu plus institutionnelles comme les séminaires ou même des webinaires. On a fait un cycle, c'est vrai que là, je l'ai mis sur la diapo, mais on a fait un cycle de 13 webinaires où certains sont venus, je pense au forum, au serveur Discord Junkies Life, qui est vraiment un forum créé par des très jeunes, dont des mineurs, etc., qui font de l'autosupport. Ça part dans tous les sens, mais ils sont pleins de bonne volonté par rapport à la réduction des risques. Mais ils découvrent en même temps et les drogues et le concept de réduction des risques, et tout ce secteur et toute cette histoire dont ils héritent aussi. Donc c'est assez compliqué. Et ta première question, c'était... zut, j'ai oublié. Ouais. Toi aussi. En tout cas, il y a des gens tout seuls qui font des choses incroyables et on ne les connaît pas, ils sont peu accessibles, mais on en a vu quelques-uns. Et effectivement, des fois, il y a même des mineurs qui gèrent des communautés de 600-700 personnes qui ont un taf à côté et qui sont incroyables. Alors moi, c'est pas forcément une question, mais plutôt une remarque. Parce que là, tu parlais d'un peu que la IRDR s'adresse à monsieur tout le monde et pas aux grands précaires et pas forcément que ça n'a pas qu'à rude. Moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans ces projets, c'est aussi que c'est des projets qui s'adressent au public invisible, dont on parle en ce moment depuis 2-3 jours pas mal aussi. Alors, on a parlé du chemsex, mais hier soir, on parlait entre autres des femmes enceintes, de pas mal des mineurs, en fait de pas mal de publics qu'on voit pas en Xapacarut parce qu'il n'y a pas une entrée sociale, mais qui par contre sont extrêmement assez stigmatisés sur les questions d'usage. Bon, je dis femmes enceintes, mais parce que j'essaie de parler aussi un peu communautaire et de ce qui m'a concerné moi, et du peu d'informations que j'avais. Et bon, pour moi, c'est une vraie piste. Alors, je dis pas que tous les réseaux IRDR sont déjà sur ces sujets-là, mais en tout cas, pour moi, c'est une vraie piste de pouvoir avoir des réponses et d'échapper en fait à ce énorme poids sociétal sur en tout cas en ce qui me concerne la maternité par exemple. Ouais, non, mais alors du coup, je me rappelle la question de Philémon, mais c'est un peu en lien avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, la question, c'était est-ce qu'il y a des personnes individuelles qui portent des très gros projets, etc. Je pense que animer déjà une page quotidiennement, ne serait-ce qu'un compte Instagram, si on veut le faire bien, en fait, ça prend déjà énormément de temps, surtout si après on est beaucoup suivi, qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent, ça peut être très chronophage. Et sur la question que tu poses sur les femmes enceintes ou d'autres publics, etc., il y a vraiment des personnes qui se spécialisent là-dedans. Il y a des influenceurs sexologie ou pour parler aux femmes, etc., qui à un moment donné ne sont pas forcément spécialistes du sujet, mais la question va être abordée. Et ces personnes, parfois, ouais, elles doivent, je pense que c'est aussi ce qui les font kiffer, quoi. C'est comme les personnes qui animent des chaînes de vulgarisation scientifique, à un moment donné, on se prend au sujet, et voilà. Et du coup, heureusement qu'il y a ces ressources qui existent, donc je pense qu'elles vont puiser dans d'autres actions de IRDR, comme les forums, ceux qui ont produit du savoir, qui sont un peu reconnus, et en fait, elles vont le retransmettre aux personnes qui sont suivies. Donc après, il y a aussi un problème, il faut que l'information existe quelque part. Et c'est vrai que sur les femmes enceintes, à part créer une communauté de personnes concernées, c'est compliqué qu'il y ait des études, on ne sait pas trop, il y a le principe de prévention, il y a le stigmate aussi autour de ça. Donc, mais il y a des espaces et je suis sûr qu'on passe à côté de plein de choses en fait.
petite question par là. Il y a plein de choses formidables. Est-ce que vous avez aussi identifié des choses qui étaient potentiellement dangereuses ou malveillantes? Et est-ce que, je pense que c'est pas très cohérent avec la démarche générale, mais est-ce qu'il faudrait envisager un label éventuellement qui pourrait dire là on est sur quelque chose qui est safe, tu peux y aller? Parce qu'au côté sanitaire, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la charlatanerie ou même de la malveillance, par exemple, et on est obligé de faire un peu le tri aussi dans ce qui est proposé. Est-ce que vous avez pu voir ça, vous, pendant l'enquête? Non, dans les gens qui ont répondu, comme on s'est basé sur le répertoire Drogue Info Service et ensuite on est allé plutôt nous à la pêche des gens qui nous paraissaient intéressants, donc il y a ce biais-là. Mais par contre, on est conscient effectivement qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et pour la petite histoire, cette action de IRD, enfin de réduction des risques en ligne, moi je la porte depuis pas mal de temps et notamment depuis 2012, où quand je travaillais à l'AFR, l'Association française pour la réduction des risques, on avait mené une recherche-action où on avait démontré que sur les forums, Doctissimo, e-santé, jeuxvideo.com, ça parlait beaucoup de drogue, et alors là, c'était la foire à n'importe quoi. Des gens qui expliquaient par A plus B qu'on retrouvait du néon pilé dans la cocaïne ou des choses comme ça. Donc, et après, effectivement, s'il n'y a personne qui vient leur dire « Non, mais attendez, il y a un dispositif d'analyse en France, ça s'appelle Synthèse, il y a des... » Enfin, tout ça, et en fait, on n'a jamais retrouvé ça. Effectivement, et pour moi, la première... alors, je ne vais pas parler d'histoires de gourous, de machin, de gens qui seraient vraiment malveillants sur ce truc-là. Il y a des gens qui, enfin, si on parle de sites de vente, il y a des gens qui essayent d'arnaquer sur les sites de vente. Moi, c'est la première malveillance que je vois envers les usagers de drogue, c'est l'arnaque aux produits qu'on peut acheter en ligne. Voilà, sur les arnaques, voilà. Mais sinon, la première qu'on a identifiée et qui est très généralisée, c'est sur les sites qui sont vraiment en top de consultation de sites de santé pour les Français. On a énormément de difficultés à y intervenir, alors qu'il y a beaucoup de conneries dessus. Et il y a l'association Spiritech, que je n'ai pas cité là, parce qu'ils ne sont pas dans l'enquête 2023. Ils ont fait un travail, ils sont allés vraiment au front, ils sont allés sur e-santé, je crois, et jeuxvideo.com, et en fait c'est des trucs qui appartiennent à des groupes privés, il y en a un qui appartient à TF1, etc. Les modérateurs, on n'a pas accès. Si on y arrive en disant on est financé par l'Europe et l'État français pour délivrer des messages de santé sur votre forum, non, mais nous on n'en a rien à foutre, on fait du business, on a déjà des modérateurs sur le truc. C'est incroyable quand même. Donc ça c'est malveillant, je trouve. Ouais. Lever ces verrous-là sur les entreprises privées, que ce soit les GAFAM américains ou nos entreprises françaises qui opèrent des sites comme Doctissimo et compagnie, ça serait vraiment un truc qui améliorerait l'accès à l'information sur les drogues et à la santé en général, je pense aux gens, mais sur les drogues en particulier, parce que c'est vraiment sujet à plein de fake news et chacun y va de son avis, quoi. Du coup, on remercie chaleureusement Vincent Benso qui a participé à cette magnifique recherche ici, drogue. Merci Fabrice aussi. On prend la dernière question d'Omblin avant de passer à Philippe Crécarec. Ça va être super rapide, je pense que vous aurez la réponse rapidement, mais c'est un peu par méconnaissance et naïveté. Mais moi, quand je réfléchis à RDR ou parler drogue sur Internet, j'imagine tout de suite les bans, les pages qui se ferment, toute cette censure et tout des algorithmes. Et en voyant là des pages YouTube avec des trip reports filmés, je suis assez impressionnée et je me demande comment ça passe justement, comment vous faites pas tout fermer par les GAFA. Non, mais c'est un vrai risque. Alors, le mot a été dit, mais je ne sais pas si tout le monde le connaît, on parle de shadow ban, c'est-à-dire comment les algorithmes vont faire en sorte que ces contenus-là soient moins proposés à la communauté qui fréquente tel ou tel réseau social parce que sexualité, parce que drogue, parce que plein de choses qui ne leur correspondent pas. C'est pour ça que la censure, elle est encore plus insidieuse, c'est-à-dire on nous rend invisibles, mais on n'est pas censuré officiellement, donc c'est compliqué de dénoncer complètement le truc. Donc c'est pour ça que on doit redoubler d'efforts de communication, mais Deltaplane l'explique très bien, il a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, où il montre des captures d'écran de ses statistiques sur ses premières vidéos, et puis en fait d'un coup le truc s'effondre parce que l'algorithme a décidé que c'était plus un truc qu'il fallait montrer. Ça c'est un premier problème, et là franchement moi je suis en colère avec la Mildeca, ouais, j'ai envie de les citer, parce que c'est quand même le rôle en termes de coordination, ça représente le pouvoir public français, de ne pas pouvoir dire à Facebook, Google et compagnie, là, en fait, vous devez mettre en avant les contenus de santé. Donc peut-être qu'ils iraient vers des notions comme ce qui a été abordé, ils voudraient labelliser, être sûr que telle ou telle personne ne soit pas des électrons libres. On serait dans un autre rapport de dialogue, un peu le même qu'on a en milieu festif avec les électrons libres qui font de l'RDR, mais au moins, on avancerait. Là, en fait, les portes sont complètement fermées. Et le deuxième point, désolé, je suis un peu long, c'est aussi le fait que
quand on a des comptes sur ces plateformes-là, ce contenu ne nous appartient pas, on peut se faire fermer du jour au lendemain. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Et sur Discord, c'est déjà arrivé, Deltaplane d'ailleurs, je crois, pour le citer. Mais ça aussi, il faut que tous les projets en aient conscience, la plupart, je pense, en ont conscience, mais ça veut dire que c'est tout un savoir aussi, une capitalisation de personnes concernées qui peut disparaître du jour au lendemain si on n'a pas pris les devants pour avoir des fichiers de secours. Et, voilà. Merci Fabrice. Du coup, on va maintenant recevoir Philippe Crécarec, fondateur de l'application No Drugs. Si la traduction simultanée depuis tout à l'heure affiche des trucs très bizarres, c'est parce qu'on parle en français. Mais quand il parlera en anglais, ça marchera très bien, on a déjà essayé. Philippe, tu nous entends? Tout va bien de ton côté? Oui, salut. Hello everyone. Yeah, sorry that I cannot speak to you in French. I had French in school, but it's been a very long time and I don't remember anything. But I hope that Google's translation feature will make it easy for those who are not so proficient in English. Yeah, thank you, Victor, for inviting me once again. Very nice to be there. I'm Philip. I'm the founder of the No Drugs app. And yeah, I just want to show you a bit the app today, what the app does, what are the goals, and yeah, answer any questions that you might have. So I will share my screen. I hope you can see it okay. All right. So first of all, how did No Drugs come to France? Julien from ITAC, Strasbourg, discovered that the app was mentioned in an article of the EMCDDA in 2018. And ITAC thought that No Drugs had lots of potential. And so we collaborated and translated more than 200 articles on substances. And in 2020, No Drugs was launched in France and is fully available in French. Donc du coup, c'est ITAC Strasbourg qui a participé à la traduction, à la version française de l'application No Drugs. Et donc, il y a plus de 200 fiches substances qui ont été traduites. Et effectivement, Philippe, la traduction simultanée lag. Merci. So, what are the goals of the app? So, first of all, the app aims to inform people, just in general, by showing drug checking results so that people understand what is going on, what is on the market. Of course, that's not a full picture, but by informing, we can also sensibilize people and raise awareness, like why it is important to do drug checking, because most of the results of drug checking that you would see in the app are alerts for drugs that are very high dosed. So this is why we want to encourage people to do drug checking. And we also want to educate people about substances in general. What are the effects? How do they work? What are maybe dangerous interactions that someone should know? And the app aims to promote harm reduction practices. And lastly, reduce the barriers for people to seek help. Because many people, in my experience, are still kind of afraid to reach out for help because they fear that they would have to become fully abstinent and therefore just don't do that step. Donc, so in the following, I want to show you what the app actually does. So, Philippe, tell us, il nous a raconté du coup qu'on informait à partir des résultats d'analyse de drogue, qu'on sensibilisait les publics, que ça permettait de réduire effectivement les barrières, d'accéder aussi à des structures. On trouve aussi des messages de réduction des risques sur ces espaces. Et tout ça part plutôt du résultat de produit. L'approche, elle est centrée sur un résultat autour d'une analyse de produit. Et après, on a accès à une déclinaison effectivement d'informations, à la fois des messages de réduction des risques, des informations de sensibilisation, de la promotion du drug shaking et quelque chose qui vise aussi à pouvoir se localiser et trouver une structure près de chez soi, pouvoir parler, qui est safe, qui comporte un certain nombre de services, etc. Je te remercie Philippe et on va faire des petites pauses entre les speeches, comme ça la traduction simultanée, vu qu'elle bug, ça marchera mieux pour nous.
on s'adapte. Okay, I will continue. The app is grouped in 4 areas. So we have alerts, where people can see recent drug checking results. We have substances, where users can find information on different substances. We have emergencies, where people can find information on how to recognize an emergency and how to react in an emergency situation. And we have counseling, where people can find free counseling and free drug checking services. Donc du coup, le site il est divisé en 4 catégories principales. Donc il y a les alertes, là où vous pouvez retrouver les résultats d'analyse. Il y a les substances, la rubrique substances, là où on peut retrouver des fiches substances synthétiques, où on retrouve toutes les informations nécessaires au dosage, aux effets, aux risques liés à l'usage de ces substances. On a une catégorie urgence, où on va retrouver des conseils type comment on met quelqu'un en PLS par exemple, comment on réagit face à une situation d'urgence. Et effectivement, la catégorie conseil, où là, on clique et ça nous oriente vers une structure près de chez nous et a priori sur quand même un travail d'orientation un peu qualifié sur comment on recense les structures, c'est pas automatique. So you can go, Philippe. Merci. So what makes No Drugs special compared to other websites, for example, is that people can find all the drug checking results from different organizations across Europe in one app. And because it's a mobile app, people have this always with them. They don't just need to look for a website and enter the website's address. Donc c'est une application qui est spéciale parce qu'on a toutes les alertes dans une seule application. Effectivement, elle recense les alertes produits des différents dispositifs d'analyse européens. Donc vous en avez différents là qui sont cités. Safer Party, ils sont en Suisse, Checkit, ils sont en Autriche, il me semble. Différents pays. On a le Drug Lab pour la France qui est tout récent. Et effectivement, du coup, ça permet d'avoir de l'information sur les produits en circulation dans les différents pays, mais aussi aujourd'hui sur différents continents. And yeah, now looking at the alerts feature. So this is what it looks like when I, as a user of the app, am looking for the Punisher pill, for example. So the search is very fast and easy to use, and I can even filter for city, country, or color in this case. Donc, comme vous voyez, Philippe le présente, c'est un intérêt. On peut par exemple filtrer les comprimés par logo. Et donc, effectivement, ça permet de se rendre compte, si on sélectionne un Punisher bleu, que effectivement tous les Punisher bleus vont pas avoir les mêmes caractéristiques. Et ce qui permet de limiter notamment l'effet de faux filet de sécurité que certains peuvent décrire vis-à-vis de cette approche-là. Et qu'effectivement, du coup, il y a un système de filtre par couleur, par logo, qui permet de se retrouver facilement et de voir la variété des produits présents sous les mêmes logos, aux mêmes couleurs, et d'éviter ce faux filet de sécurité. And we want to help users understand what does actually a certain dose of one alert mean. So users can tap on one of the alerts and then see what has been identified, how much MDMA and how much MDMA is how much, because not everyone knows that 270 milligrams is a lot. Donc effectivement, le système d'alerte permet une gradation en fonction de la dose qui est contenue dans un produit qui a une galénique unitaire, type comprimé ou buvard, qui est censé se prendre en un seul morceau. Des fois, ils sont sécables, mais quand même, c'est un peu insistant à s'en prendre en un seul morceau. Et effectivement, du coup, relié à une charte de dosage, on a des informations. Voilà, là, on est à peu près safe, on ne va pas faire de surdosage. Quand on est dans le orange, ça risque d'être un peu moins sympa l'expérience. Et quand on est dans le rouge, fortement moins sympa. Bien sûr, tout ça dépend aussi de facteurs individuels, de la tolérance et compagnie, mais c'est une information indicative qui permet de resituer le résultat d'une galénique unitaire par rapport à une charte de dosage. Merci Philippe. Merci. Now, as a user of the app, I would look for substances. So I can filter for the different categories like stimulants or depressants, and then browse the list. As I said, it's more than 200 substances that we have here, and for now. Donc du coup, on a des rubriques d'informations. Les substances sont triées par catégorie. On peut retrouver leur catégorie d'effets, de risques, ce qui est assez utile. Un peu le couteau suisse
pratique pour retrouver les informations de base sur plus de 200 substances. And once I found the substance that I'm looking for, I can view the details. So common terms are being explained. What does psychedelic mean? We have a short description. We have what are common risks, common dosage ranges, how long does a substance last. All this information for each of the 200 substances are being presented here. Also the interactions, we always start with the more risky ones, so that people can really understand what is 2CB and how would I deal with it. Donc effectivement, du coup, on va trouver un produit, une fiche substance, elle est reliée à une catégorie de produits qui a ses propres caractéristiques. On va retrouver des informations sur les effets, le dosage, des manières de réduire les risques, mais aussi sur les interactions. Tout cela est sourcé et vient d'associations de référence en termes de réduction des risques au niveau européen. And lastly, very specific harm reduction advice. So for different types of substances or for different routes of administration, the app presents the user different harm reduction advice. For example, for a stimulant like methadone, the harm reduction advice focuses on the stimulant effects, so that the user should think about how long does he or she want to stay awake. For MDMA, for example, there is specific advice that relates to ecstasy pills. And for substances which can be snorted, again, specific harm reduction advice. Donc du coup, en fonction des différentes substances, on va trouver un peu un récap des messages de réduction des risques en fonction des différentes voies d'administration, modes de consommation qu'on va utiliser par rapport à ces produits et qui vont du coup être adaptés en fonction vraiment du produit et du type d'usage, ce qui permet d'avoir une information un peu synthétique et de transmettre des messages d'éducation à la consommation. The emergency information, we have like a common list of things and the user can like quickly choose one to get informed about. For example, what should I do if I find someone, with a very easy way to also call an ambulance, which should just help users to prepare for emergency situations, but also if they are in an emergency situations that they can find easily understandable advice. Donc effectivement, la partie urgence, notamment, permet de gérer des bad trips et de pouvoir avoir tout un tas de conseils et de prise un peu en un guide, en fait un tuto. On est guidé pas à pas par rapport à une situation, un bad trip, un arrêt respiratoire, qu'est-ce qu'on fait, une convulsion, qu'est-ce qu'on fait, avec notamment des choses pour appeler rapidement les secours, pour être guidé pas à pas et être accompagné dans la gestion de cette situation d'urgence. Ce qui peut être un outil très intéressant pour les usagers, particulièrement quand ils sont isolés dans des zones diverses et variées. Merci Philippe. And lastly, the counseling section. Here, for example, I'm based in Marseille and I can see, okay, where can I get free counseling in Marseille? Where can I get my drugs tested in Marseille? It's based on the user's location, but obviously I can also view all kind of counseling services across Europe if I want to. Donc du coup, dans cette dernière rubrique, on peut retrouver effectivement des structures vers lesquelles on peut aller et qui sont recommandées du fait qu'elles aient une démarche d'acceptation des consommations, qu'elles ne vont pas être dans des pratiques de jugement des usagers. Et où du coup on est sur une orientation un peu qualifiée, une liste de personnes fiables vers qui on peut se tourner dans différentes situations en fonction de sa géolocalisation. And this works wherever you go. So No Drugs is sending regular push notifications to its users, usually one per week, where the app informs the user, hey, there is a new alert, and you can already see the alert inside the push notification. Effectivement, du coup, il y a aussi une partie de notification, de push, du coup, pour aller tendre des informations vers l'usager pour qu'il n'ait pas forcément besoin d'aller la chercher directement. Du coup, on peut activer ou désactiver ces notifications et ça permet de recevoir des résultats qui viennent d'être mis près de chez soi, par exemple, ou un résultat particulièrement qui appelle à la vigilance et qui permet du coup d'avoir un peu d'interaction sur un autre mode avec l'application. And because we repeat this every single week,
a person who has the app installed will very quickly learn that there is many very high-dose ecstasy pills on the market, and they will always be taught again, yes, this is 3 times a common dose. Don't forget to get your drugs tested. Et donc du coup, sur la multiplicité des alertes, ça fait un rappel quand même fort sur une incitation et une promotion de l'analyse de drogue et aussi de pratiques de réduction de risque comme le fractionnement par exemple. Et c'est assez incitatif. So this year, No Drugs collaborated with Boost 3132. And what we did is that the alerts from Drugs Lab, we built a connection so that they show up in the No Drugs app. And in exchange, No Drugs provided the information on the substances and the information on harm reduction to Drugs Lab, which can be seen on their website. Du coup, ça marche comme ça avec nous, mais ça marche aussi comme ça avec d'autres dispositifs. Donc, c'est les partenaires analystes qui transfèrent des résultats vers l'application. Et du coup, via une API, on a une interopérabilité, ce qui permet d'avoir, quand on publie un résultat, il va vers l'application de No Drugs. Et de notre côté, s'il y a des fiches substances qui sont non existantes, qu'on est amené à mettre à jour, il y a une interopérabilité qui va aussi dans ce sens-là, où nous, on va transmettre du coup cette nouvelle fiche substance à l'application de No Drugs. So the impact of the app. Well, in June this year, we had around 17,000 alerts in the app. Every week, there's coming new alerts and around 220 substance profiles. Oui, donc du coup, je pense que vous avez compris, mais il y a eu plus de 17 000 résultats d'analyse du coup cette année, 220 profils de substances qui sont recensés. Et donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui marche worldwide et qui est très important en termes d'impact et de nombre d'informations collectées, de nombre d'informations distribuées en termes de retour sur des résultats d'analyse. And No Drugs is available as a native app for Android and iOS. And drug alerts are also available on the web. The apps are available in English, German, Spanish, Polish and French. Android, iOS, web, vous avez compris, vous pouvez accéder à No Drugs depuis n'importe quelle plateforme, en anglais, en allemand, en espagnol, en polonais et en français, et sûrement bientôt dans plein d'autres langues. And at the moment, around 140,000 people use the app at least once a month. That means this is regular users of the app. Et du coup, il y a plus de 145 000 utilisateurs actifs par mois. Et on adore la traduction du français en français, c'est génial. Yeah, the users are from all over the world, but the most users come from Germany, the UK, Poland, France and Spain. Voilà, tout le monde entier, les zones plus foncées, plus de gens, c'est partout. Yeah, and the users of the app really like the app, so it has a very good rating on Google Play and the Apple App Store. Les gens adorent No Drugs et nous aussi. Du coup, note l'application régulièrement. Avec donc des commentaires pour faire part de leur retour et des petits messages de reconnaissance envers No Drugs et Philippe. Donc c'est super, il faut la télécharger. Yeah, then just some general information on the first year of No Drugs in France. At the moment, we have way more users, but you can see, as expected, most of the users are from Paris. Donc du coup, en France, la plupart des utilisateurs sont à Paris, bizarrement, on se demande ce qu'ils font. Du coup, ils essayent d'éviter les produits. En tout cas, la principale source de personnes qui se connectent à l'application vient de Paris et des autres grandes métropoles françaises. Et du coup, les gens s'intéressent aux résultats d'analyse. Sorry. And yeah, the most frequently viewed substance is the MDMA, followed by LSD, cannabis, and 2CB.
Et donc du coup, vous voyez un peu le top 4 des substances recherchées, MDMA, LSD, cannabis 2CB. For the emergencies, people are very interested in Bad Trip, which has a distinct advance over the other articles. Donc du coup, par rapport à la catégorie urgence, le top 4, on est plutôt sur bad trip, crise cardio-respiratoire, syndrome sur auto-énergie, coup de chaleur. Mais du coup, le number 1, c'est le bad trip. And yeah, in total, this is some accumulated numbers, again, for the first year of the French version of No Drugs. Almost 100,000 alerts have been viewed in total. Almost 15,000 substance articles have been viewed, and 8,000 times emergency articles. Je pense que vous l'avez compris, du coup, plus de 90 000 résultats d'analyse, 15 000 à peu près fiches substances consultées et 8 000 conseils en cas d'urgence. Donc effectivement, ça fait quand même du volume d'usage sur des fonctionnalités différentes. Merci beaucoup. If you want to support the app, you can download it by scanning this QR code. It's always good if you leave a positive review on the App Store. That helps other people to discover the app as well. Merci. Très important de rappeler que Philippe est tout seul et qu'il autofinance son application, qu'il a créée lui-même avec ses petites mains et qu'aujourd'hui, c'est accessible dans le monde entier. C'est très utile, ça permet d'accéder à beaucoup d'informations et du coup, il nous reste environ 5 minutes pour poser des questions à Philippe. Serena. Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, du coup, on a parlé un petit peu des limites de GAFA en termes, par exemple, de censure des contenus. Là, c'est une application qui n'est pas open source et qui passe par Google Store ou le store d'Apple. Et en fait, comment être sûr de la confidentialité des données? Notamment, tout à l'heure, il y avait des données de géolocalisation des personnes qui l'utilisent. Voilà, on sait que tant d'utilisateurs sont plutôt à Paris ou je sais pas où. Ce qui va un peu à l'encontre des principes bases de la RDR, de garantir anonymité, confidentialité. Et comment s'assurer justement que du coup les GAFA ne récupèrent pas ces données-là non plus, voire la répression, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et juste encore un truc, du coup, par rapport au fait que c'est une seule personne, est-ce que dans le futur, c'est envisagé de la transformer en un produit commercial avec des versions premium ou des choses comme ça, Firstly, how can you manage data security and safety in confidentiality for users, like geolocalization and all the data collected? Okay. So obviously, No Drugs is very conscious about data privacy, and I want to make sure that no one will get problems who uses the app. So the data collected is only anonymous. That means what data is collected. For example, if someone views a substance article, I will record, this substance article has been viewed. What is not recorded, for example, is IP addresses. The geolocation feature only uses the approximate location. So it does not use the GPS sensor of the phone, but it uses the approximate location, which would be on a city level. Cannot go more precise than on a city level. Ouais, donc la confidentialité et la sécurité des données est un peu au cœur de la conception de l'application et elle ne collecte pas plus de données qu'elle devrait en avoir pour permettre à l'application de fonctionner. Et notamment sur la question de géolocalisation, ça n'utilise pas le GPS mais plutôt les marqueurs de proximité, ce qui permet de garantir la confidentialité des utilisateurs et qu'effectivement il n'y ait pas de données qui soient reliées à l'IP. And I think the second part of the question was about commercialization, right? Yes. So at the moment, there is a little feature where users can buy with an in-app purchase the dark mode.
some users are doing that, but it's clear that this is only to support the project, which is a non-profit project. However, at the moment, the income from this feature is not enough to sustain the project. So obviously thinking about premium features is an option. However, the goal is that No Drugs remains ad-free and that all the informations which are free at the moment will also remain free. So all the most important information, the alerts, harm reduction advice, counseling, all this information will always remain free. That would be my goal. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un seul feature qui est payant, une seule fonctionnalité qui est payante, c'est le mode sombre. Et clairement, quand des gens payent le mode sombre, c'est plutôt pour soutenir l'application qui est autofinancée, nous le rappelons. Et donc, plus tard, éventuellement, il y aura d'autres fonctionnalités qui pourraient devenir payantes, mais les fonctionnalités de base, le cœur de l'application, les missions d'information ne seront jamais payantes. Et effectivement, en attendant, c'est Philippe qui dépense ses petits sous tous les ans pour que l'application reste accessible et on le remercie vivement pour ça. Est-ce qu'il nous reste encore peut-être une petite question? Quelqu'un? On peut aussi s'arrêter là, c'est comme vous voulez. Il est 16h29. Je sais que la journée a été longue. Merci à ceux qui sont restés assis jusqu'au bout parce qu'on a vu il y a un peu de perte. Merci beaucoup Philippe, c'est toujours un plaisir de t'avoir. En plus en ligne, là, tu n'as pas fait 3 allers-retours en avion pour venir nous voir. Il y a un peu de latence avec la traduction simultanée, mais c'est super de t'avoir Philippe. À très bientôt. Et puis voilà. Je vous remercie tous, c'était super sympa. On était là pour le collectif Galilée, du coup, Prose, Bus 3132, La Case, Bizia, ATHS. À bientôt. Là maintenant c'est la pause, 16h30, 17h tranquille, et après il y a une dernière plénière et on pourra aller se sustenter, n'est-ce pas? Merci Victor, à bientôt. À bientôt Philippe. See you soon. Salut.